Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Disfageek aujourd'hui et surtout sur le live de Disfageek sur la suite des éditions de Magic the Gathering en format moderne, la tier list. Eh ouais. Donc toujours accompagné de Dark Green, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien et toi? Moi ça va super bien de mon côté. Donc aujourd'hui on va tout simplement faire la suite de la tier list des éditions de Magic the Gathering comme on le fait souvent. On avance bien. Donc on est rendu à l'heure actuelle à Amonkhet. Donc le prochain bloc dont on va parler ainsi que les suivantes qui vont arriver après. Donc voilà. Donc précédemment, on avait fini avec le bloc de Kaladesh ainsi que le bloc d'Ikoria, Teros et tout. Voilà. Et ainsi que le Khan of Tarkir, le deuxième bloc voyons, le deuxième bloc de Zendikar, etc. Donc c'est de ça dont on avait parlé la dernière fois. Voilà. J'ai toujours ma note devant moi. Dark Green a devant lui l'écran de ma wishlist, de ma tier list. Oui, bien. Voilà, comme d'habitude, faut pas oublier ça parce que c'est quand même très important pour qu'il puisse suivre. Oui, effectivement. T'as un travail que Disfageek a fait énormément par rapport à toutes les cartes, là, justement, qu'on parlait aujourd'hui encore. Yes. Voilà, notre tableau il ressemble à ça pour l'instant. Donc c'est vraiment nice. Malheureusement, Shadows of Innistrad ne sert à rien. Mais pour compenser, Born of the God ne sert à rien. Voilà, comme ça on est tous les deux à avoir nos éditions coup de cœur qui ne servent à rien malheureusement. Voilà. Donc, bref, commençons sans plus tarder avec Amonkhet. Donc Amonkhet, c'est un tout nouveau plan de Magic. Désertique, avec 5 dieux qui gèrent un peu leur côté pour les épreuves des personnes qui veulent devenir... qui meurent en fait en honneur du dieu pharaon. Effectivement. Et tu sais c'est qui? Ben oui, mais faut pas le dire tout de suite, on le sait pas encore. Ouais, c'est vrai, t'as totalement raison. Fait que, on va... Donc, pour la première carte, ben en fait, pour les deux premières cartes dont on va parler... Non, on va... pour la première carte dont on va parler, on va parler d'une carte qui a donné naissance à un combo qu'on connaît assez aujourd'hui. Le Visier des Remèdes. Une de 1 pour 2 dont un blanc qui dit qu'à chaque fois qu'un ou plusieurs marqueurs -1 est mis sur une créature que tu contrôles, t'en mets autant -1. Voilà. Effectivement, fait qu'avec la fameuse carte Devoted Druid, te permet de faire infini de mana vert, puis après ça, tu fais ce que tu veux avec infini de mana vert, quoi. Exactement, genre par exemple, Walking Ballista pour 400 milliards de 400 milliards. Et les versions dans d'autres langues. On peut aussi activer la capacité d'un autre bonhomme de Shadows of Innistrad en vert dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, ça a donné naissance à un archétype autour de ce Visier des Remèdes. Puis en plus, il y a un autre archétype qui vient avec. Il y a un autre combo qui vient avec, c'est, mais de 3 cartes cette fois, le fameux Kitchen Finks. Oui. Je tiens à avertir tout de suite que je suis totalement grippé. Donc lui qui dit que quand il arrive à un mort, il revient en jeu avec un marqueur -1 s'il n'y en avait pas. Sauf que je vous rappelle, -1, 1, -1 est égal 0, donc il n'y a pas de marqueur quand il revient en jeu. Et bien sûr, c'est quoi le nom de la créature noire déjà là? Ben, Viscera Seer. Ouais, c'est ça. Mais aussi le Red Cap aussi qui était joué parce qu'il faisait du dégât quand il revenait. Donc tu pouvais le Ouais, mais ça, c'était pas dans le deck malheureusement pendant. Non, c'était pas dans le deck, me semble. J'en ai jamais vu des gens utiliser cette carte-là. Mais le Viscera Seer, en gros. joué une copie justement. Ah, peut-être, ouais. Mais c'était pas lui qui était dedans. En fait, de toute façon, même sans lui, c'était pas nécessaire. Pour la simple raison que le fait que tu gagnais infini de points de vie, tu gagnais instantanément, en fait. Que l'adversaire, il aura beau faire ce qu'il veut, il peut juste pas perdre, en fait. Ben, tu peux quand même perdre de poison de counter, mais bon. Ouais, ça peut arriver. Ou à la 1000. Ouais. Bref. Donc, en fait, le principe, c'est que tu fais juste sacrifier gratuitement une créature pour 0. Il revient avec pas de marqueur, fait que du coup, tu le sacrifies en boucle. Tu gagnes vie infinie et scry infini. Et ça te permet, en fait, d'aller chercher tout simplement les cartes que tu veux aller chercher pour ensuite Devoted Druid, pour ensuite Walking Ballista de 400 milliards de 400 milliards. Bref. Comment en plusieurs étapes, quoi. Donc ouais, désolé, dans cette partie, je
Je suis grippé, voilà, un peu. Bref! Donc le Viscéracée, une combo assez connue, et le Visée des Rovettes, pardon. Prochaine carte, qui lui, par contre, est plus une carte pour un autre deck. Curator. Celle-là. Donc on a le Curator Mystery, qui lui est plutôt joué dans les decks Living End, basé sur le recyclage. Puisqu'en fait, le principe du Living End, c'est tout simplement tu te défausses des cartes pour mettre des créatures, des grosses créatures dans ton cimetière. Il y en a une autre dont on va parler dans la prochaine édition, justement. Et lui, il est quand même... Et en fait, on va juste jouer des cartes qui se recyclent juste pour 1, voire même carrément pour 0. Genre avec le Street Raid, par exemple, qui est connu pour ça. Et qui permettent justement de piger plein de cartes. Puis ensuite de jouer une carte avec la cascade pour faire Living End ensuite. Voilà! Donc tu réanimes tout ce que tu as remis dans ton cimetière, tout en te débarrassant des créatures adverses, étant un bon pour toi. Voilà. Souvent, ton cimetière est plus intéressant que le cimetière adverse. Donc. Ouais, évidemment. Ça peut arriver. Asti que j'haïs ça, Carlis, d'avoir le rhume. Voilà. Et qui est d'ailleurs toujours un deck qui est joué, hein, dans le Living End, là, surtout récemment, je pense. C'est quand même un tiers 1. Carrément en plus, ouais. Donc si je check bien... You. Ah, le voilà. Ah, il est considéré comme tier 2, mais il est très proche du tier 1. Ouais. Ouais, il fait quand même partie des bons decks, tu sais. C'est quand on regarde la liste des decks de moderne qui jouent, Curator of Mystery, il est toujours dedans. Il y a même il y a ça aussi. Il y a quand même des cartes qui l'ont remplacé avec le temps, là. C'est une carte, mais c'est parce que c'est le fait que c'est une carte bleue pour pitcher à Force of Negation pour être sûr que ton Living End fonctionne. C'est vrai. Quand tu ouais, c'est ça. dans le boss. Je vois qu'un strip... Bon, il va revenir plus tard. De ce que je constate, il y en a une qui est moins jouée, mais ça, c'est dans la prochaine édition. Ensuite, on a le Flamme Blade. Adepte. Pas de... Ah, là, voilà. Il y avait juste pas de... voilà. Il y en a un peu penace pour un rouge qui, quand tu recycles une carte ou tu défoses une carte, il gagne plus 1, plus 0, ce qu'il y avait du dos. En fait, ça, c'était joué dans le fameux deck Hollow One, dont on va reparler dans la prochaine édition, parce que il y a encore une autre carte qui va être utilisée dans ce deck-là. Donc, c'est plus vraiment une carte qui est jouée, mais je la mentionne parce qu'elle a quand même eu cette petite histoire dans le moderne. Oui. C'est quand même plutôt efficace de le booster très vite et de t'effoncer la gueule des adversaires. Surtout quand tu t'effonces de 3 cartes d'un coup pour seulement un mana. Quand même très intéressant. Effectivement, avoir 4 de puissance pour 0 de mana ou 1 ou à peine, ça vaut à peine. Ensuite, une carte de burn. Je sais pas si c'est encore joué. Non, ça n'a jamais été joué malheureusement dans Burn. Ça a été testé, mais si on joue Pioneer Burn, oui, il va être joué, mais malheureusement, il n'est aucunement joué du fait qu'il n'y a pas Haste. C'est vrai que c'est assez problématique, en effet. Donc, le Sky Mage, qui est une 1-2 prowess pour un rouge. Quand tu casses un sort, quand des sources non-combat de dégâts de 20 FGG aux créatures qui en avaient sans contrôle, à la place, tu mets autant de marqueurs, moins 1, moins 1. Ça permet de te repasser l'indestructible en gros, et toutes les capas qui protègent tes bonhommes. Mais malheureusement, il est pas là, quoi. En monastérie, Goblin, il est là, mais il est pas là. Ça a été joué, si je me souviens bien, mais ça a pas été testé, mais après ça, ça a été tassé. Ouais, en effet, c'est parce que c'est pas assez aggro comme créature, malheureusement. Exact. Si ça pas est, c'est pas assez aggro. Ouais, si c'est pas un Goblin's Guide, c'est pas bon. Alors, on va être plus simple. Ensuite, on a Rona, dans le même style de deck de combo, en fait. Donc, Rona, l'indomptable. En fait, cette créature-là était jouée comme kill alternatif dans le cas où t'avais pas la chance d'avoir le fameux Walking Ballista, genre par exemple avec un counter spell. Oui. Et ben en fait, tu pouvais aller chercher Rona, booster à l'infini toutes tes créatures, défoncer la gueule aux adversaires instantanément avec ça. Avec Trample, c'est sûr que ça passe. Ouais, c'est ça, ça passe. Tu boostes ton Devoted Druid qui était juste 0-2 qui devient une 400 milliards de 400... Une 400 milliards 2. Voilà. Pas de 400 milliards de 400 milliards, on est 400 milliards 2. C'est quand même très important de le préciser. Et on va terminer avec la Cascading.
Cataract, qui, si je dis pas de bêtises, était joué montrer la version la Cascading Cataract, qui est un terrain indestructible, qui s'engage pour du colorless, mais tu fais un mana de chaque couleur. Je me semble que ça te jouait peut-être avec Golos, mais à part de ça. Ben, justement, ah non, ouais, c'est plus vraiment genre moderne en fait. Non, ça c'est a joué dû une petite affaire changer. en Tron, mais pour pouvoir activer le Golos. Ouais, Mais sans doute. finalement, c'est rendu trop lent à cette heure, donc Ah Tron ouais. se débarrasse de cette carte-là. J'ai pris des notes depuis un bout, donc c'est normal qu'il y ait peut-être des choses qui peuvent changer en fait. Effectivement. Voilà. Et il y a peut-être même des cartes que je devrais mentionner, mais que finalement je les ai oubliées parce que je les ai pas notées. Donc encore une fois, n'hésitez pas à parler dans les commentaires, puis donner justement les cartes que vous auriez aimé voir si vous pensez que ces cartes-là étaient pertinentes dans le format moderne, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui. Mais je rappelle encore une fois, une règle que je dois répéter, on parle de l'édition par rapport à aujourd'hui. Exact. Exactement. Pas par rapport à l'importance dans le passé. Ça, c'est très important. C'est pour ça Il y aurait bien que... des sets qui auraient été plus meilleurs si on parle dans le passé. Genre Innistrad, là, il serait dans Ouais. les plus importants. On s'entend là-dessus. Ouais. Là. Effectivement. Donc, à Monket, C'est Mon- pas plus haut que plutôt bien, à part de ça. Il y a comme tellement de pas. Non, mais pas correct, excuse-moi, correct, excuse-moi. c'est vrai. Il y a 2 cartes qui sont à peine jouées. T'as Living End, qui est Creature of Mystery. Non, qui Living est End n'est pas. joué. C'est Curator of Mystery qui est joué dans Living End, justement. Oui, Et qui est joué tout le temps en carte exemplaire. exemplaire. Donc ça reste quand même une carte importante dans une édition plutôt importante. Moi, je le mettrais plutôt dans les plutôt bien, juste pour ça. Bon, avec le Tivers Infirmary, ok, c'est bon, j'ai l'avantage avec ça. Ouais, c'est ça. Mais ça va pas plus haut. Parce que c'est la seule carte Non, qui est non. intéressante dans cette édition-là. Mais ils iront Effectivement. pas plus haut. Voilà. Alors ça, maintenant, Hour of Devastation. Et justement, ben, on va le dire tout de suite, c'était qui le dieu pharaon? C'est bizarre, mais il y a des cornes qui s'appellent Nicole Bolas. Ouais, en effet. Je me demande bien pourquoi le set a rapport avec lui. Et on se demande même, malheureusement, pourquoi on n'en parlera pas, parce que c'est pas vraiment joué en moderne. Non. Dommage. Ça a été joué en standard, mais testé peut-être en moderne avec On l'a Versus vu dans le Control, mais. On l'a vu dans le proto de Hour of Devastation, il y a un gars qui l'a sorti, puis le gars il a conseil d'instant alors qu'il était à 20 PV, puis que le gars en face était à 4 PV. Effectivement. Genre un conseil instant, là, t'as automatiquement perdu. Ah. Ok, ben on va commencer. You. Ah oui. Et on va commencer directement par, justement, en parlant de Living End. Ben, il y a une autre carte, le Strip River Winder, une 5/5 X-Pro avec recyclage pour un bleu. Voilà. Je veux Ben, c'est quand dire, même le fait que quand tu fais ton Living End, ben c'est facile de juste dégage une 5-5, puis si t'as pas un wipe de board, tu peux l'enlever. exactement, une 5/5 X-Prove, c'est quand même assez violent à l'air réanimé. Après, de ce que j'ai constaté dans les decks de Living End, c'est pas toutes les versions qui le jouent en fait. Non. Depuis les nouvelles cartes de Lord of the Ring, beaucoup ont commencé à délaisser de plus en plus certaines cartes. Notamment ceux qui permettent de chercher des terrains et qui permettent d'enlever des terrains dans leur monopole en fait. Exact. Voilà. Je veux dire, on le constate ici, là. Curator est toujours là, mais malheureusement, l'autre petit bonhomme X-Pro, bizarrement, il est moins joué, alors que lui, je veux dire, bon, il y en a toujours qui le jouent en 4 exemplaires, là. Je veux dire, le Curator, c'est quand tu recycles ou discartes une carte, tu scry 1, mais il est pas X-Pro, pis il y a pas le vol. Ah, si, il y a le vol, pardon. Il l'a, le vol. Peut-être pour ça que le monde préfère lui, alors que lui, il se protège mieux, surtout contre les furies et autres... Exact. et autres solitudes, contrairement à Curator of Mystery. Il y a ça. Bon, bref. Tout ça pour dire que c'est un petit peu moins joué par rapport au Curator par rapport au Curator of Mystery. Ouais. Ensuite de ça, on va parler d'Hollow One, qui a donné naissance à un archétype pendant un certain temps, à l'époque, qui s'appelle le Hollow One. Merci Captain Obvious. Un deck qui consistait à tout simplement
qui consistait à se défausser des tonnes et des tonnes de cartes, puis de faire en sorte d'avoir des Holo One dans la main, puis de directement les poser en jeu instantanément. Donc, bien sûr, il y a le Adept. Il y a des cartes comme. Bon. Apparemment, l'archétype existe toujours. Il y a des gens qui ont chargé des cartes là-dedans, là, vu que c'est un deck qui date de, Non, c'est ça, de effectivement, 2023. mais ça va faire un méchant bout de ça. C'est quand même Ouais, au mois de juillet. C'est quand même récent, mais c'est ça. Là. Le but, c'est de jouer soit Burning Query ou Goblin Noir pour que chaque joueur pige 3 cartes ou 4 cartes, puis en discarte le même nombre. Exactement, Goblin Le Noir. fait qu'en espérant que tu discartes pas à random un de tes Holo One, puis après ça, tu pouvais jouer des Holo One tour 1 pour un mana rouge, techniquement. Puis si t'en avais deux, ben 2 Holo One, 2 4-4 tour 1, c'est un peu plus dur. C'est sûr que là, avec tous les élémentales, le fait que le deck est excessivement difficile à jouer parce que t'as beau faire ce que tu veux, c'est la chance qui va décider aussi. Parce que oui, t'as beau avoir une bonne main de départ avec 2 Holo One, c'est plate, mais c'est peut-être ces 2 Holo One que tu vas discarter à random sur le Burning Inquiry. Ça, c'est sans compter, encore une fois, sur Modern Horizon 2. On va y revenir. Effectivement. Ouais, c'est fait que. Disons que Modern Horizon 2 a fait disparaître pas mal d'archétypes, en fait. Même des archétypes extrêmement fortes, là. Oui, effectivement. On va se mentir. Bref, ensuite, je vais faire 2 mentions honorables. Et qui est en lien à un de mes decks que j'utilise. Donc, on va parler de l'Obélisque Spider. Donc, il y a un 4 Reach qui dit qu'à chaque fois qu'il fait des dommages à une créature, tu mets un marqueur -1 dessus. Mais, surtout, à chaque fois que tu mets un marqueur -1 sur une créature, chaque adversaire perd 1 et tu gagnes 1. Donc, 1 ou plus. Donc, en fait, c'est une carte que je joue en combo avec, encore une fois, le Devoted Druid. Donc, je vous remonte. Mais surtout... Hey, j'ai pas cliqué sur... Voilà, le Quiz Pack. Oui. Donc, en fait, le principe du Quiz Pack plus du Devoted Druid, c'est que ça se transforme en une 400 milliards de 400 milliards. Donc, et parce que t'enlèves le marqueur -1 en guise de coût supplémentaire pour activer ses capacités. Donc, t'enlèves le marqueur du Devoted Druid et ça te permet d'en faire une 400 milliards. Et en fait, avec ça, c'est drain infini et c'est one shot. Donc voilà, j'ai un deck autour de ça, fait que c'est pour ça que je mentionne l'Obélisque Spider. C'est pas une carte importante, mais voilà. Okay. Et dans le même deck, je joue l'Amite Éternal. Une carte moins connue. Oui. Qui est une 5/5 affliction 3 pour 3 dons en noir. Et garde le marqueur -1 à chaque fois qu'un adversaire casse un sort. Et quand tu fais des dommages à un joueur, tu removes tous les marqueurs -1 dessus. Donc en fait, c'est une carte que je joue en guise de plan B midrange en fait. Parce que c'est une créature avec laquelle je peux juste lui retirer les marqueurs -1 avec le Quick Spike ou enlever les marqueurs -1 de mes propres... ou tout simplement activer les triggers de mon Spider ou de Apatra dont on n'a pas parlé ici, mais que j'aurais dû mentionner en guise de mention honorable, mais qui justement crée des snakes en 1 deck touch, donc voilà. Et Digidaya aussi remplace le Snake, peut remplacer le Snake comme combo infini, sauf qu'au lieu de train infini, c'est Snake 1 deck touch infini. Voilà. Ah, j'entendais une musique. Mais c'est pas grave. Bref, voilà, ça c'est des petites mentions honorables. Et on va terminer avec le Frying Sanity, qui, lui, était joué dans 1000. Mais pas très longtemps que ça, me semble. Non, je pense que c'est un peu comme... c'était plus testé comme un fan curve. Je voyais ça jouer un petit peu en standard des fois pour le fun, mais ça n'a pas vraiment tenu longtemps là-dessus. Là. Un peu comme Source Gourmet, c'était testé puis c'était abandonné assez vite. Ouais, c'est ça. Bon, pour un Devastation, c'est encore... Il va être dans un classement, encore une fois à cause de Living End, sauf que lui, c'est dans correct et il va pas plus haut parce que la créature en question, contrairement au Curapture Mystery, est moins joué. Même s'il y a certaines versions qui le jouent encore, mais il est moins joué aujourd'hui. Donc, il va pas aller dans correct. Il va aller que dans correct, sans plus. Et sûrement qu'il y a des bonnes chances qu'ils vont tomber dans ça rien quand le Stripped de Riverwinder va se faire tasser par une autre meilleure créature avec Cycling. Ce qui est un peu dommage parce que je la trouve vraiment forte avec l'Exprove. Juste bêtement, là. C'est dommage. Oui, non, effectivement. Je pense que les gens préfèrent aller chercher des terrains à la place.
Oui, non, effectivement, le fait d'enlever des terrains, c'est fou. Tu sais, c'est littéralement, tu peux jouer un deck de 16 lanes à la place, là, ce qui est Ben, pas il y en a vraiment 15 normal. aussi, des fois. Mhm. Il y en a 15 aussi. Ouais, c'est Bon! ça, c'est fou, là. On va passer au prochain plan. On va passer à Ixalan. Il y a du saut que j'ai D'autres bien nouveaux aimé. plans. Saut que j'ai bien aimé parce qu'il y a quand même une histoire de 4 tribales. Avec les tribales Merfolk, les tribales pirates, qui est nouveau, les tribales dinosaures qui est nouveau aussi. Et qui d'ailleurs, même à l'époque, avait même. Les développeurs avaient décidé de faire un errata sur plein de créatures qui ressemblaient à des dinosaures mais qui n'avaient pas de type dinosaure. Pour recevoir le type dinosaure, justement. Exact. Voilà. C'était beaucoup de créatures qui avaient le type Beast avant. Ouais, c'est ça. Ou lézard. Oui, c'est effectivement Ouais, un bon point. ou lézard. Avec, bien sûr, les vampires aussi, qui reçoivent la couleur blanche, et les Merfolk qui reçoivent la couleur verte. Et les pirates et les Oui, dinosaures qui sont nouveaux, comme je l'ai déjà répété. Là, si je me répète. Bref. Comme là encore. Bref. On pourrait mentionner aussi que Ixalan, à la base, c'est l'un des pires limités, qui est considéré comme le pire limité par Jirok. ouais, je peux comprendre pourquoi. J'ai beaucoup joué dans le temps, mais après ça, c'était comme. Soit que tu jouais Morphle, soit tu jouais Dinosaure, puis les deux autres, t'avais pas le temps de te rien placer vraiment nécessairement. Soit En tu jouais fait, aggro, soit tu jouais. C'était quand même weird. en fait, ce qu'il a expliqué dans la vidéo de Magic Shake, pour être plus précis, c'est simple, c'est qu'il a expliqué que la raison pourquoi c'est pour lui la pire édition de limité qui est jamais sortie à ses yeux, c'est tout simplement parce que t'es beaucoup trop limité dans les stratégies. C'est-à-dire, si, Ouais. admettons, en draft, tu pognes des cartes, et qu'au final, dans le reste des boosters, tu pognes pas les cartes du deck que tu veux, t'es cuit, c'est fini, ton deck est à chier instantanément. Fait que, Ouais, c'est vrai, parce que habituellement, dans les drafts, les archétypes, c'est souvent c'est 10, tu sais, c'est 10 de deux couleurs. Probablement dans Exaland, t'avais blanc, noir, vampire. T'avais bleu, vert, merfolk. Puis là, après ça, t'avais soit rouge, blanc, dinosaure, rouge, vert, dinosaure, pirate, bleu, noir, pirate, rouge, noir, pirate. Fait que t'avais beaucoup d'archétypes qui s'entremêlaient, ouais, mais qui ils se étaient mélangeaient littéralement pas genre. assez ensemble, c'est ça le problème. Exact. T'avais pas assez de mélange de stratégie comme on peut le voir dans plusieurs autres limités. Fait que du coup, c'est un limité qui peut facilement te faire perdre instantanément avant même que t'aies commencé en fait. Effectivement. Voilà. Bon, Ixalan donc. On va commencer par une réédition qui a été jouée pendant un bout, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. On va parler de Opt. C'est où C'est Opt? pas. Excuse-moi. C'est sa première réédition qui le rend légalement moderne. C'est important à dire. Exactement, ouais. Et où? Il est ici, voilà. Donc à la base, c'était une carte. C'était tout simplement une carte. C'est quelle édition ça? Non, pas Marqué? Vision, ça c'est. Invasion, c'est ça. C'était à la base une carte d'invasion, mais qui a été reprintée en moderne. La raison pourquoi ça a pris autant de temps, c'est simplement parce que c'est un instant. Puis les instants qui permettent de créer et piger une carte, ils avaient un petit peu peur. Puis ils ont voulu faire un test avec ces cartes-là. Puis comme ça a marché, ben ils ont décidé de simplement en créer une autre carte dans une autre édition dont on va parler plus tard. Exact. Donc là, en fait, ça donne la possibilité au deck miracle de. Bon, ça existe plus aujourd'hui, tant mieux. Non. Mais tu sais, les fameuses decks, les cartes de miracle, là. Et, Genre, pendant le tour adverse, t'es genre 2 mana up. L'adversaire qui est en mode j'ai genre 4 créatures en jeu, si t'attaques, le mec en réponse dit Opt. Je regarde mon top. Bon ça. Je le mets sur le top, je pige une carte. Oh tiens, c'est ma première carte que je pioche, je te la révèle parce qu'il y a le miracle dessus. Puis c'est terminus, je paye un blanc, je mets tout ton board en dessous de ton deck. ouais. C'est bon, ça. Ah, t'es seulement joué à cette heure, je pense. T'es encore limité dans Azorius Control, puis Même même pas. là, c'est pas un top tier Même deck, puis pas. C'est c'est. même pas joué dans Azorius Control aujourd'hui, malheureusement. Non. Vraiment sérieux. Ok. Ça, bien sûr que si tu vas jouer l'autre carte à la place, ça, c'est sûr. Même Consider est même pas joué dans ce deck-là, d'ailleurs. Je veux dire, bon, c'est joué en Pioneer, ça c'est sûr, dans le fameux Izzet Phoenix, mais même dans ouais, le Control, les Ops, c'est plus vraiment joué, en fait. Ah Je veux dire, bon, ouais, regardez, 10, il y a effectivement, effectivement. il y Ouais, a non, 10 decks. Regardez, non, si on en revient dans le moderne, puis qu'on essaye de checker les decks Control en Azorius, peut-être quelque part ici, 1000, Top Tier, Heliod, j'ai dû passer à côté. on creuse, là, on creuse, là. Ah, UV Control, voilà. 43 decks.
Voilà. Donc, évidemment, solitude, suprême verdict et tout. Regardez. Voilà. Il n'y a aucune trace de opt. Ok, je pense que j'ai recliqué sur le même. Voilà, instant, pas de opt. Effectivement. Ouais, je me suis Il y fait a même corriger, surtout je la pense. carte des manies Ouais, préordained. c'est vrai que le fait qu'ils l'ont unban, c'est vrai que Ouais, je sais pas si j'en avais parlé de préordained, mais. Ouais, je pense que Oui. je l'avais. On l'a dit, le set, on s'en venait pour le parler, puis ils l'ont unban. Ouais, c'est ça. Non, D'ailleurs, sinon, on l'édition. en avait. Non, excusez-moi, pour ceux qui. Il est dans la vidéo, vous irez voir. On avait parlé. J'avais demandé à Display Geek s'il y avait un unban de Preordain. Avant l'autre vidéo, Preordain était unban. Ouais, c'est ça. Je me disais, cette carte mérite le déban, puis j'ai réussi à le prédire à ce petit calice que je suis fier de moi. Et voilà. Puis d'ailleurs, l'édition dans laquelle est apparue, là, Préordain, là. Donc l'édition en question est apparue. Il est apparu dans des Commanders, mais c'est surtout dans Core Set 2011. Mhm. On pourrait le reconsidérer juste après. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, Core Set 2011. Plutôt bien, ouais, je me trouve plutôt bien. Je pense qu'il vaut la peine de rester là pareil. Là. Ok, c'est bon. C'est bon. Je pense que ça vaut la peine. Je me demandais si on changeait. Il est hésité parce que Preordain est joué, mais c'est vrai qu'il est joué dans Murktide. Il est joué dans. Il est joué dans Murktide, dans Dimir Bomb Master. Parce que c'est comme un Ouais, c'est vrai, Dimir Bomb Master qui est genre la version comme. À la place de Rakdos Cam. Mais c'était à peu près tout, là, tu fait que ça. C'est joué un peu. Correct, Doskam, il est en l'enfer. Ouais. Voilà, on va être clair là-dessus. Bref! Donc, Opt, c'est plus vraiment joué, malheureusement. Ensuite, prochaine carte, qui lui aussi a été joué pendant un temps dans les Azorius Control, mais plus aujourd'hui. Search for Ascanta, qui est un enchantement légendaire pour 2 dans un bleu. Au début de ton tour, tu regardes le top de ta librairie, tu peux le mettre dans ton cimetière. Surveil 1. Comment? C'est la Surveil 1. Oui! Et tu surveilles un, si tu veux. Et à la fin, si tu as 7 cartes dans ton cimetière, tu le transformes en terrain, qui donne du bleu, ou pour 3 non bleus, tu l'engages, tu regardes les 4 cartes du dessus de ton deck, tu y révèles une carte non-terrain, non-créature, et tu le mets dans ta main. Et tu mets le reste en dessous dans un ordre aléatoire. C'était joué dans Control, puis à cette heure, ouais. Moi encore, je suis enrhumé. Une autre carte qui valait 20$ parce que c'était vraiment super intéressant en standard puis en moderne. Maintenant, on voit qu'on peut acheter des copies pour qu'elles se fassent 1$. Ah, c'est bon! Ah, c'est ça? Mais c'est rendu trop lent. Ouais, trop lent pour le moderne. En commandant, par contre, ce serait une bonne carte. Peut-être. Comme un surveille 1, début de ton tour, tu te transformes en land, tu récupères des sorts de créatures. Faudrait que je m'en procure un justement pour pouvoir le jouer dans mon Attemptis. Ce serait bien, je pense. J'aime le fait que justement, Wizard ont décidé de comme. Les cartes qui avaient l'habileté comme Surveil ou Landfall ont rétroactivement mis le keyword. Ce qui fait que c'était des cartes qui disent, exemple, si tu Surveil fait quelque chose, ben, ils vont fonctionner maintenant. Ok, ouais. Ou si tu fais Landfall, fait quelque chose. C'est vrai que c'est une bonne idée, en effet. Ensuite, on va passer outre la réédition de Spell Pierce. Qui est une carte qui est déjà rééditée une couple de fois. Et ensuite, on va parler de Kitzel, encore une autre carte qui n'est plus vraiment jouée, mais qui était jouée dans 4 couleurs humains. En ta couleur humain? C'est KITF. Ah, ok, ouais, je viens de le voir. C'est bon. Kitzel, Freeboteur. 1-2 flying pour 2 doigts en noir. Quand il arrive en jeu, un adversaire révèle sa main. Tu prends une autre créature non-land, tu l'exiles. Tant que le Kitzel Freeboteur est là. En plus, tu pourrais même faire en éphémère si tu avais un étourdi en jeu à 2 marqueurs. Et encore une fois, malheureusement, Pantacalo Humain n'existe plus. Ça fait un peu chier parce que c'est vraiment un bon deck. Et voilà, c'est tout. Sans appel. Ouais. Ça va là. Ouais. Ben, je veux dire, dans son entourage à Unclaimed Territory qui permettait d'avoir la version. C'est la version Cairn of Soul at Home. Mais, ah, c'est vrai, excuse! J'ai complètement oublié. On va Tu viens juste de me le faire rappeler. Justement.
Mais même chose, c'était joué dans Pentacouloir roumain, puis bah ça existe plus. Fait que... Ouais, c'est ça. J'ai complètement oublié, mais je pense que ça changera pas grand-chose, là. Non, pas du tout. Non, non, c'est ça, ça sert à rien. Je veux dire, aucune de ces cartes-là. Spell Purse, ok, mais c'est une réédition, fait que je le compterai pas. Hop, comme tu m'as prouvé le contraire, c'est la seule chose qui me dit ah ben j'ai joué. Non, c'est pas joué donc. Ouais, c'est Non. ça. Donc voilà, ça change rien. Ixalan, malheureusement, ça va. Bon, Rival of Ixalan, ça va être très 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 court. La seule carte qui est dedans, c'est juste une réédition, c'est le Silver Quill Adept. Silver Gill. Ouais. Non, Silver Gill. Silver Quill, c'est une. C'est une. Et, Yo. Silver Quill, c'est une maison dans Strixhaven. Ça marche pas. ok, ouais, c'est bon, c'est vrai, t'as raison. Je me suis complètement trompé. Ouais, bah voilà, justement la version, là. C'est une réédition de Lorwyn, et en gros, tu peux révéler un Merfolk ou payer 3 de plus, puis j'ai une carte quand ça entre en jeu en 2-1. Et c'est tout. C'est tout. C'est la seule carte de Rival of Ixalan que j'ai notée. Il n'y en a pas d'autres. Il y Ah, en a ça pas rien. d'autres. Il y a bien à la limite le fameux caillou qui permet d'empêcher les cimetières d'être targetés, mais ça a été joué qu'en Legacy pendant un certain temps, puis c'est tout. Oh, ça, c'est ça, c'était juste. Donc lui aussi, il s'en va là. Et voilà. Ok, on passe au prochain. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez évident. Dominaria à cette heure. Dominaria, c'est le retour vers le plan de Dominaria qui avait vécu beaucoup d'histoires, parce que dans les premières éditions, c'était que dans ce plan-là que ça se produisait, les vieilles histoires. Dans les vieilles éditions de Magic. Genre Carnage, je pense Carnage, je dis pas de conneries. Vision, Invasion, etc. etc. Beaucoup des plans. Je me suis fait comme. Je pense que Cold Snap, techniquement, était quasiment le premier set, ou dans les premiers Ice Age, quasiment était le premier set où oh, ça se passe ailleurs. En effet, ouais. Calisse que je suis enrhumé. Bref. La première carte dont on va parler. Opt. On va pas en parler longtemps parce que c'est encore une réédition de Opt. Mais je pense que j'en parlerai pas plus longtemps. Mais, un truc qui est cool pour Goblin, Oui. la réédition de Goblin Warchief. Un 2-2 pour Qui 3 la dans 2 vend. noirs. Dans 2 rouges, pardon. Qui donne Ace au Gobelin et coûte un de moins aussi. C'est une réédition qui permet d'avoir cette carte-là pas en standard, mais en bonheur. Ouais, c'est ça. Bon, après, pour le Tribal Gobelin, le Tribal Gobelin a pas mal changé aujourd'hui. C'est plus vraiment un Tribal Gobelin qui joue sur les Lords. C'est un Tribal Gobelin plus orienté combo un peu. Exact. Comme la version Popper, finalement. Ouais, c'est ça. Je veux dire, regardez, il y en a que 3. Il y a 3 decks qui l'utilisent. Puis en fait, à la place, il utilise plutôt des cartes genre des Gobelins qui est. Bah, il y a quand même lui qui le joue. Qui joue comme un vrai deck de gobelins, là. Ouais, c'est ça. Agressif, le but c'est de tuer rapidement. C'est des Gobelins qui coûtent pas cher, qui coûtent pas plus que 3. Il y a Goblin King, certes. Squeeze Surpris. C'est aussi une bonne carte, mais c'est surtout le Sling Gang Command. Nan. Qui est surtout très joué. Puis d'ailleurs, on m'entend dans ton micro. On entend quoi? On m'entend dans ton micro. On entend D'accord. genre des petits bruits, là. Je vais essayer d'éloigner mon micro, mais sinon. Il y a un prospecteur, des. Ça joue des marins Mario d'or. Surtout les munitions expertes. Parce chez les Monts. Voilà. Je veux dire, on voit clairement que la carte est malheureusement trop chère pour ce qu'il fait par rapport à la stratégie qu'il préconise. Voilà, il est même pas dans le deck, tu sais. Non, c'est ça. Bref. Ensuite, prochaine carte. Il y a la réédition de Liarnova Elf. Donc encore un deck pour Tribal Elf. Ensuite, on va parler de Dampen Sphere. Dampen Sphere, qui est un artefact qui a été spécialement créé pour contrer certaines stratégies en moderne, on va pas se mentir, hein. Je veux dire, quand on est particulièrement. genre, ici, chaque sort coûte un de plus, donc contrer Storm. Ici, quand tu tapes des lames pour plus de mana, ben tu fais juste un colorless à la place. On s'entend clairement que ça a été pensé pour contrer Tron, là. Ouais. Puis plus tard, Coffer, quand c'est devenu jouable. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, ça a été remplacé par une autre carte de side aujourd'hui.
de Modern Horizon 2, encore une fois. Ben bref. Parce que elle est moins adaptée à la méta par rapport à aujourd'hui à cette heure. Mhm. Prochaine carte, on a le Moxamber. Il n'est plus vraiment joué aujourd'hui, mais qui était joué dans un archétype broken avec Oko avant. Ouais. Mais il y a un autre deck qui le joue, c'est le deck de Grinding Station, mais il est très très peu joué. C'est juste que j'ai un de mes amis qui l'a le deck qui joue une fois de temps en temps. Là. Ok, ouais, je comprends. Donc en fait, C'est un start combo du fait que tu peux le sacrifier, le rejouer, le sacrifier, le rejouer. Fait que tu fais de la mana à chaque fois que tu le Ah, fais. c'est vrai, il me semble que c'est. Il y avait aussi. Il me semble que c'était joué. Horace Legendary peut-être, mais. Ou... Ah, le Disguise Breach. J'avais oublié ce deck-là. C'était joué dans Disguise Ouais. Breach. Exact. Parce qu'en Ouais, fait, ça permet de le jouer en exigeant juste 3 cartes. Mais t'as genre le Grinding Station, justement, dont tu parlais. Qu'on avait pas parlé, mais sans je dis pas de conneries. Fifth Down, je pense qu'on n'avait pas nécessairement parlé, mais c'est ça. Ça joue à peine. Ça joue un petit peu, mais. Ouais, c'est ça. Ça changera pas nécessairement. Je pense pas que ça va changer Ok. le résultat. Donc, tu mets les 3 cartes du dessus de ton deck dans ton cimetière en l'engageant et en sacrifiant un artefact. À chaque fois qu'un artefact entre en jeu, tu l'untapes. Ben, en fait, tu l'untapes, tu sacrifies le Moxamber. Puis après ça, tu casses le Moxamber. Ça untap le Gunny Station. Tu resacrifies. Puis en fait, ça met à l'infini, en fait. Puis après Exact. ça, derrière, ben, vu que t'as casté plein de sorts, ben. Comment dire? Tassa's Oracle. Exactement. Tu vides ton deck, parce que tu joues Tassa's Oracle, soit avec l'Escape, avec Honorable Breach, ben j'ai gagné, j'ai plus de cartes dans mon deck. Ouais, c'est ça. Et non land card. Fait que tu joues ça avec 2 bleus. Win, j'ai mana bleu infini de toute façon. Ouais, tu peux jouer Rona pour piger ton deck aussi, puis... Yes. Donc, voilà. Donc, ben, jusqu'à lui, ça reste un deck qui est quand même joué un petit peu en moderne. Ouh, mais c'est très très peu joué, là. T'es en train de le chercher en ce moment. Non, ça, j'avais vu avant, puis comme dit... T'es 0, moi je le vois à 0,8%, là. Ah, je vois ça. Ah, il est Tu là. vois Jessica Breach, tu vois, il est très très bas, là. Ouais, c'est vrai. En effet. Prochaine carte, et ça va être le dernier de Dominaria. Celui qu'on appelle amicalement le gros Teferi. Pas celui-là. Le voilà. Teferi, héros de Dominaria. Un Planeswalker coûtant 5 dons en bleu et en blanc. Avec 4 marqueurs de départ dessus. Plus 1, tu piges une carte, tu détapes 2 lands à la fin de ton tour. Moins 3, tu mets un permanent au terrain dans la 3e position au-dessus du top de la librairie en question. Moins 8, tu gagnes un blanc qui dit quand tu piges une carte, exile un permanent qu'un adversaire contrôle. On s'entend là-dessus que c'est généralement le truc qui permet de kill les adversaires, hein? Ouais. Je veux dire, tu détapes 2 lands, t'as tout le temps trop de tempo en pouvant jouer tes counter spells et autres removal à la con, là. Je sais même plus si c'est encore joué, par exemple, dans Azorius Control. C'est plus tant joué que ça. À cette heure, ils jouent plus le petit Teferi. Le petit Teferi, ça, c'est sûr qu'on va en venir. Mais le gros Teferi, je sais que c'est joué dans Magic Arena, dans tous les decks contrôle. Ouais, en historique, ça doit... Ça, c'est sûr et certain que c'est joué. En moderne, plus tant que ça. Ah, il y a quand même encore quelques decks qui le jouent. Voilà, il y en a genre un exemplaire ici. Ok, ça c'est probablement le même deck. Quand ça s'est sorti, c'était la crainte de tout joueur. Autant en standard qu'en moderne, c'était la carte qui faisait gagner les games. Il y en a ici. C'est pas joué dans toutes les versions, mais il est quand même un peu joué. Mais malheureusement, Azorius Control, c'est plus un deck aussi important qu'avant, malheureusement. Oui. Voilà. Bon, ok. Je mettrais correct, pas plus haut que ça. C'est chose parce que dans Big Sphere, ça je vais être d'accord avec toi, je pense. une petite affaire, mais c'est plein de petites cartes avec un peu de sparkles, genre sans vraiment impact important. Là. Ouais, c'est vrai. Je pense que je suis d'accord avec toi. Surtout que Teferi, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins joué, là, même si ça reste encore un kill important. Même chose. On ferait ça il y a genre 5 ans, sûrement que ce serait pas mal plus haut. Ouais, dans les plutôt bien, ou peut-être même excellent, peut-être. Genre. Ouais. Ok, maintenant on passe au retour des corsettes. Parce que oui, à partir
de 2019. On a le retour des corsets. Donc, corset Ils ont dit 2019. de faire, ouais, non, finalement, on veut pas ça. Puis en fait, comme, ouais, mais c'est comme les corsets, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est simple, c'est un set qui est facile d'accroche, d'embarquer, justement. Ouais. C'est un bon résumé, ça. Sinon, après ça, ils l'ont abandonné plus tard. Voilà. Donc, on va passer outre la réédition de Scape Shift. Et on Oui. va plutôt parler. Il y a aussi réédition Daily Line, si je On me va trompe passer. pas aussi. Ouais, c'est ça. Le quoi? Qu'est-ce que ça dit? Daily Line. Ah non, c'est M20, excuse-moi. On Ouais, a ça, géré plus tard, ça. Je suis trop en avance. Avance sur mon temps. On va commencer par mentionner quelques cartes. Donc, ça, ça a été testé dans Human, mais je pense que c'était plus vraiment joué. Moi, je l'ai déjà joué dans mon Boros Human, mais c'était pas assez bon, malheureusement. Même si sa capacité est plutôt correcte. Ça coûte juste un petit peu trop cher, malheureusement. Maintenant, ouais. Ouais, puis ça pomme pas toutes les créatures, malheureusement. Ensuite, on a le Stitcher. Ah, voilà. Stop. Le Stitcher ce player. Une des cartes qui était jouée dans l'un des decks les plus brisés de l'histoire de l'humanité. Encore une fois, Ouais. Modern Horizon 1, on y arrive, mais pas tout de On y arrive. suite. Non. Donc, 1003 quand il entre en jeu ou quand il meurt. À cette heure, il n'y a plus grand monde. Ça a été un peu joué dans Reanimator, mais je veux dire, c'est plus joué en Pioneer qu'en moderne en ce moment. Voilà, on va checker quand même dans quel deck il était joué. Ouais, dans Young Mod, c'est plus vraiment joué en fait. Non, même pas. On s'en fout, même pas. Ensuite, Alpine Moon, qui lui est plus une carte de side. Ouais. Pour un bleu, pour un rouge, pardon. Quand tu es en jeu, tu choisis un terrain non base. Les lands que les adversaires en contrôle du non choisi perdent tous leurs types de terrain et leurs habilités et gagnent engagés pour faire un mandat de n'importe quelle couleur. On s'entend là-dessus que contre Tron, c'est complètement stupide. Tu dis juste un. Ouais, contre Tron et contre Black Coffer aussi. Ouais, aussi. Les seuls decks que je verrais ça comparé à Blood Moon, c'est les decks que tu veux jouer quelque chose tour 1 pour le geler tout de suite, puis pouvoir comme de pas te permettre de prendre un tour off ou d'être toi-même plein de couleurs comme ça, ben ça te nuit pas comparé à Blood Moon. C'est une carte qu'on voit surtout dans June Saga. Oui. Il y a aussi Murktide qui le joue. Ouais, ceux qui n'ont pas de Blood Moon vont souvent jouer ça. Bon, en effet. Murktide qui est toujours. Ben, il est quand même 400 decks. Hey, Lex Kiel! J'espère que tu vas super bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette tier list des éditions de Magic the Gathering en format moderne, partie 7. Il y a genre, Yoshi est bad, puis en même temps, il fait salut. J'espère que tu vas bien en passant. En tout cas, bref. Donc voilà, une très bonne carte de side qui est jouée dans quelques decks. Ensuite, on va parler du Mist Caller qui est joué dans Merfolk. Oui. Tu peux sacrifier pour faire que les créatures non jetons qui entrent en jeu et qui n'ont pas été cassées s'exilent. On s'entend que c'est une alternative au fameux à une autre carte blanche qui est en flash, mais permet justement on s'entend là-dessus que c'est quand même très efficace contre un certain cycle de créatures, encore une fois, existant dans Modern Horizon 2. Oui. Et c'est un Merfolk. Oui. Donc voilà. Donc, on s'entend que c'est très bon dans ma faute. Je pense même qu'il le joue main. Oui. Ouais, j'ai du monde parce que je l'ai vu jouer en main dans le temps que Créativité était dans les top tier decks. Oh, ça, je suis pas surpris, Esti. Oh my god, que je suis pas surpris en Esti. Même encore aujourd'hui, hein, il y en a qui en jouent en main deck. Oui. C'est un petit peu joué en main deck, justement, pour le... Là, le fait que Créativité, c'est moins là, mais tu sais, c'est quand même bon contre... Ah, ben, si tu joues ça, tour 1, quelqu'un veut te scam, ben, tu fais comme, ouais, non, tu peux pas me scam. Ouais, je vais dire, fuck ton scam, tu vas manger la pisse, ton solitude va manger la pisse aussi. C'est tellement bon que j'en mettrais x4 si je jouais Merfolk. C'est simple que ça. C'est trop courant, les élémentaires de même, là. C'est ben trop courant, là. Et enfin, on va terminer avec une carte de side également, mais pour Goblin cette fois-ci.
C'est genre jouer en un exemplaire, là. C'est pas du tout ce que je voulais! Mais tabarnak! T'es de foutage de gueule! J'essaie de changer un putain de gobelin! Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Je cherche semblant du crognien. Tu l'as-tu vu? Margus Trashmaster, peut-être juste ça. Mais c'est ça! C'est ça d'essayer de marquer! Mais il m'affiche Je vends pas de gobelin, juste Trashmaster. Ah, on va le trouver, Carlis. Mais c'est quoi Non, ce sûrement foutage de qu'on- gueule? Il me l'affiche même pas! Attendez 2 secondes. On va le trouver. Problème technique, cher public, inquiétez-vous pas, nous serons longs dans quelques Je instants. vais aller chercher du gobelin. Euh... Deux secondes. On va le trouver. Ok. Voilà. Ah. Oh, c'est tabarnak, il était temps. C'est quoi que j'avais mal fait? Ah, moi- c'est Trash T-R-A-S-H. Ok, ouais, je viens de comprendre. T-H-R. Ah, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ok. Donc, une 3-3 pour 4 dans 2 rouges. Les autres gobelins ont plus de plus 1, mais c'est surtout tu peux sacrifier un gobelin pour casser un artefact. Un moyen extrêmement pratique de casser les fameux Ancient Bridge, par exemple. Oui. Et autres artefacts casse-couilles. Contre Affinité aussi, c'est super bon. Ouais, contre mon 8-track aussi, je le détestais. Je jouais. J'ai bien aimé jouer une game contre un de mes amis puis faire ouais, Tarper Hard. Très bon. Non, pas Tarper, Curse Totem. Putain, C'est la légèrement ceinture bon fait contre durer. Hammer Time, même si ça peut venir Ouais. extrêmement vite. C'est fou. Mais ouais. Mais le problème, c'est ça, c'est 4 de mana. Souvent, Hammer Time va te tuer avant que tu puisses le Pas pour jouer. rien qu'on joue qu'un seul exemplaire, en fait. Parce qu'il y a d'autres casses artefacts, mais en mieux, en fait. Donc, comme Exact. le gobelin créateur marqueur, là, qui fait pour 2. Tu peux sacrifier en payant 1 pour casser un permanent colorless. Oui. Donc, ça casse même des émeracules. Oui. Ah, bref. Ça fait 2 de dégâts. Bon! Puis là, The Corset 2019. Est-ce que c'est un bon retour? Sérieusement, non. Ah non? Je veux dire, quelques petites pincettes. Alpine Moon à peine joué. Government Trashmaster à peine joué. Miss Caller. Mettons, Miss- je le mettrais dans correct juste parce que je le mettrais pas dans ça rien. Genre. Ben, oh ouais, je suis d'accord avec toi. Même à là. Même à Ouais. là, je suis encore. Ben, Miss Caller, ça reste une excellente carte dans la méta des... C'est justement une des raisons pourquoi Merfolk arrive à rester tier 2 malgré la présence de Fury dans la méta, là. Cool. Fait que voilà. C'est quand même une bonne carte, puis on peut aussi me nommer Apple Moon qui est bon, mais qui est une carte de 5. Voilà. Fait quoi, il va aller dans correct en plus. Bon, je pense que... On va maintenant parler du retour dans Ravnica. Le troisième fois qu'on retourne. Ouais, et c'est toujours cool quand on revient dans Ravnica parce qu'on sait ce qui arrive quand on revient dans Ravnica. Et surtout, dans pas long également, on va retourner sur Ravnica après le retour sur le plan d'Ixalan, évidemment. C'est une édition que j'aimerais bien essayer parce que. Cavern of Souls. Oui, mais Cavern of Souls, c'est dans Lost Cavern. Oui! Non? Oui! Ouais. Il est dedans. Il était révélé. En tout cas, bref. Donc, retourne sur Ravnica. Donc, une édition qui permet de revenir là-dedans. Donc, évidemment, on a déjà parlé des Shocklands, à quel point ils étaient très importants. Donc... On va donner le 7, c'est pas Return to Ravnica, mais c'est bien Guilds of Ravnica. Ah, c'est vrai, excuse, c'est Guilds of Ravnica. Ah, je me trompe souvent. Non, tu parles de Return to Ravnica. Voilà. D'ailleurs, on va... Donc, il n'y a pas seulement que les Shocklands. On a aussi également l'arrivée de Narco Mueba, qui est en fait une réédition.
Oui. Voilà. Donc une autre réédition d'Arco moins bas qui vient de Taille Spirale. Non, de Planar Chaos, excuse. Planar Chaos. Des conneries. Dans Planar Chaos. Bon, première carte nouvelle. Qui est une carte qui est aujourd'hui jouée dans Dredge. Crepin Field. Un rituel coûtant 4 dans un rouge. Un dans un noir. Voyons, me trompe tout le temps, c'est calice. Donc, quand il vit dans ton cimetière depuis ta librairie, tu peux l'exiler. Si tu le fais, ben, il fait le même effet que si tu le cassais. Voilà. Donc, tu milles les tonnes de cartes. À chaque opposant a gagné trop de vie. Ah, c'est ça. C'est littéralement, tu milles les cartes, puis ça arrive, t'as un drink 3 absolument gratuit. C'est juste insane, en fait. Voilà, une carte qui est jouée dans Dredge. Ensuite, une autre carte qui, lui, par contre, n'est plus jouée, mais qui a donné naissance à un archétype et qui fait partie des meilleurs phénix qui est jamais sorti, le Arcline Phoenix. Il a rené de ses cendres pour remourir ensuite, comme un phénix. Et il est revenu dans d'autres formats. Et voilà. Voilà. Donc, une 3-2 pour Flying Ace pour 4 non à rouge. Au début de le combat de ton tour, si tu as cassé 3 instants de sorcerie, il revient en jeu sous ton contrôle avec... il revient en jeu, voilà. Ouais. Donc, je dirais que cette carte-là, quand c'est sorti, c'était la pire mythique. Ça valait comme genre $2. Puis après ça, le monde a compris c'était quoi cette carte-là. Puis la carte, elle a explosé à 40. ouais. Donc, c'est un archétype qui a été joué en moderne, surtout avec la fameuse présence de Fetus Shooting, dont on a déjà parlé, dans l'édition de Dark Ascension. Et c'est une édition, en fait... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que cette carte-là a donné naissance à un archétype autour de lui, avec plein de petits sorts pas chers, genre Opt, Servision, Lightning Bolt, exactement, ouais. Et ça permettait de très rapidement le caster, ça permettait en fait de pouvoir te défausser des Arcane Phoenix quand tu les avais dans ta main, pour ensuite les ramener en jeu directement, en fait. Yep. Voilà. Donc l'archétype a été joué en moderne, et au final a totalement disparu de Mémoire en Horizon 1, et est réapparu en Pionnier, et surtout dans Magic Arena, dans le format historique. Et d'ailleurs, j'ai un deck de Phoenix dans Magic Arena, justement. Effectivement, tout. Parce que ça reste et en réalité aussi, c'est vrai. J'ai acheté le deck Pioneer, justement, le Challenge deck. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus, c'est un deck que j'aime beaucoup, que je considère comme cool. C'est un deck que je considère comme vraiment quelque chose de cool. Et qui malheureusement n'existe pas en moderne, et ça me fait chier. Ouais, le Battlefield Shooting, il fait énormément mal à ce deck-là. Ouais. On va en parler, on va le rementionner plus tard, en fait, dans une autre équipe. Oui. Bref! Prochaine carte! Ah, je l'avais déjà mentionné. C'est Maker, pas marqueur. Voilà, là voilà. Une 2-2 pour 2 dans un rouge. Pour un, tu le sacrifies, tu fais 2 dommages où tu veux. À n'importe quelle créature, en fait. Ou détruis un permanent colorless, non terrain. Bye bye, Hermacule. De Bye Bye Corn. Bye Bye Yugin. Non, Bye Bye Yugin, ouais. Ouais, c'est ça. Bye bye, Hermacule, oui, surtout. Bref. Voilà, ça c'est une carte de side dans Goblin. Et peut-être même dans certains autres decks. Je l'avais aussi joué dans mon Goblin Storm, mais j'ai finalement décidé de démonter mon Goblin Storm parce qu'il y a un deck que je jouais quasiment plus et que je trouvais juste trop mauvais en fait. Voilà. Ça me tentait vraiment plus de le jouer, fait que j'ai décidé de le démonter. Bref! Y a-t-il d'autres cartes dont je voulais parler? Ah oui! J'oubliais, on a aussi la réédition de Goblin Electromancer. Quand même important de le mentionner. Et on va terminer par une carte qui est plus tant jouée aujourd'hui, mais qui est pourtant très forte, Assassin's Trophy. Oui. Un noir et un vert, tu détruis un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle, son contrôleur peut chercher un terrain de base et le mettre en jeu. On entend là-dessus que c'est fou comment que tu te dis en ce moment à Star que c'est plus joué, mais tu dis, ouais, mais ça te dit ce que tu veux. Puis la seule récompense, c'est que le gars a un LN. Ouais, c'est trop lent. Trop lent? Dès qu'à faut que tu te dises ça, là. Regardez, là, je vois les graphiques ici, là. Ouais. C'est beaucoup joué dans les alentours de 2021-2022. Et là, fiou! Putain, à Star. Non. Voilà. C'est ça l'archétype qui le joue.
Ben, il n'y en a pas, en fait. Même Dune Saga, ça joue quasiment pas, en fait. Copie, Ouais, fait que malheureusement, on peut le considérer comme une carte qui est plus vraiment jouée dans la méta. non. Et non. Bref! Donc, le Ravnica, en fait, ça va être exactement la même chose que pour les autres éditions de Ravnica, en fait. Je vais les mettre dans les excellents pour la simple et unique raison que les Shocklands, c'est des cartes qu'on n'avait pas vues depuis un esti de bout, en fait. Effectivement, c'est vrai. Voilà, encore une fois, là, c'était assez long avant qu'ils reviennent. Donc, Guild of Ravnica, il peut pas aller plus bas qu'excellent à cause justement des Shocklands là-dedans. Mais c'est aussi la seule chose qui fait qu'il le rend excellent. Ben, Creepy Chill, c'est encore joué dans Dredge, même si. Dredge est plus dangereux voilà. que ça non plus, c'est Non, ça. Le reste, c'est des pincettes. Je veux dire, t'enlèves les Shocklands, puis je le mettrais ça dans correct. Non, je le mettrais dans le sert à rien, malheureusement, à ce moment-là. Ah, quoi que, ouais, correct. Tu encore pire. On se comprend, tu vois, même temps. Ouais, c'est ça. Mais je peux pas le mettre dans autre chose qu'excellent à cause, justement, des Shocklands, en fait. Ben, puis justement, parce que c'est des rééditions, fait qu'il va pas aller là. C'est pas comme genre les plus importants, là. Non, effectivement. Ouais, c'est ça. Ravnica Allégeance. Je vais en profiter. Bon, déjà, on va parler des quelques cartes extrêmement bonnes. On a donc. Électrodominance. Donc pour 2 rouges et X, tu fais X dégâts où tu veux, mais surtout tu casses un sort avec une valeur de X ou moins depuis ta main sans payer son coup de mana. Bonjour, Crashing Footfall. C'est vrai. C'était la carte qui était jouée avant dans Modern Horizon. Ben, quand Modern Horizon 1 est sorti pour justement aller là-dessus, mais après ça, a été remplacée par d'autres cartes qui font le même effet. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on va checker dans les pourcentages. Qui ont cascade. Ouais, c'est ça. Ouais, en effet, on peut le constater, c'est plus vraiment joué, en fait. Non. Même si ça permet techniquement de caster une carte à la cascade beaucoup plus tôt que prévu, mais c'est plus vraiment joué. Mais quand tu y penses, ça permet de jouer les cartes que tu veux casser dedans qui sont dans tes mains. Exactement, ça ouais. Si t'es prêt avec une des cartes, mais l'affaire, c'est que cascade, t'as pas besoin de l'avoir dans tes mains, fait que... Yes. Bon, ok. Prochaine carte. Et là, par contre, on parle d'une vraie carte qui a été ajoutée et qui est encore jouée aujourd'hui. Oui. On va parler de... Je connais la carte en français. Embrocher les critiques. Qui coûte 3 noirs rouges, mais qui a un coup de spectacle pour un rouge. Qui peut être cassé donc pour son coup de spectacle s'il y a un adversaire qui s'est pris des dégâts qui a perdu de la vie ce tour-ci. Et ça, ça fait comme un Lightning Bolt, mais en rituel. Voilà. Exact. Même en pionnier, même en popper, c'est joué d'ailleurs. Oui. Donc, ça, c'est une des rares cartes que Burn a faites. Ouais, ça vaut la peine de la jouer. Exactement, ouais. Donc voilà, ça c'est une des nouvelles cartes là-dedans. Évidemment, on va mentionner également une autre carte. Qui était plutôt une carte de side, un petit peu, un bout. Il devrait peut-être encore jouer un peu, mais... Donc Lavinia Azurus Renegade. Voilà. Donc, qui dit que chaque adversaire peut pas casser des sorts de nos créatures avec une valeur de mana plus haute que le nombre de langues qu'il contrôle. Et les adversaires peuvent pas casser des sorts qui n'ont pas une mana qui a été dépensée. Tu comptes automatiquement un sort s'il n'y a pas de mana qui a été dépensé. Ben, tu sais, j'y pense aujourd'hui, ça pourrait être pas mauvais contre les decks de cascade, puis c'est bon contre les line bending. Ou les line bending, justement. Ouais. Et contre les élémentaires aussi. Non, parce que c'est des créatures. Ah, c'est vrai, t'as raison. Si t'es Evoke, par exemple, tu vas contre 2 spells. Fait que là-dessus, exactement, t'as raison. ça c'est marche. pas le premier morceau, ça va être le deuxième. Je pourrais quasiment l'ajouter dans mon deck si j'avais eu du bleu dans mon Boros Human. Mais c'est surtout une carte de side dans Hammer, en fait. Comment? Un splash possible. Ça peut se tenter. Je pourrais se tenter du splash pour mettre du bleu, genre, pour mettre des Mantis Rider, tout le package, mais ça ressemblerait... ça pourrait se tenter, je pourrais essayer ça. Ça serait de racheter des chocs plus des fetch, fait que c'est sûr que ça rendrait le deck peut-être aussi beaucoup plus dispendieux. Exactement, mais là, je suis en train de me construire un autre deck en ce moment. Personnellement, je suis en train de me construire un Zootomen en ce moment. Oui, il me manque genre un Ragavan, il me manque un des Fetchlands, 2 des Fetchlands, les Triomphes je les ai, mais il me manque un Shockland, il me manque des Stormbound Denial, il me manque 2 les Lance Binding. J'en ai pogné un dans le booster, j'étais tellement content de le pogner, ben bref. Là, je suis en train de diverger, là.
mon propre deck. Et bien évidemment, je pense que... Opposition. Exactement. Bref! Même chose. Excellent Exactement. à cause de chaque lane, sinon ça sert à rien. Ben, Ouais. Square de Critic serait joué dans Burn, fait que je le mettrais dans correct à cause de ça. Ben, vu que Bell c'est un bon deck, je le mettrais dans plutôt bien s'il y avait les chocs là-dedans. Parce que ça reste un deck qui est joué depuis la nuit des temps. C'est vrai. Un peu comme le deck Tron. Et en fait, en Est-ce que- plus, j'ai encore plus de sympathie envers cette édition-là parce que j'ai une anecdote à vous raconter avant de passer à la prochaine édition. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, moi j'ai participé à la pré-release de Ravnica Allégeance. Puis, ce que je voulais faire, c'est que je voulais me faire un deck Grul, parce que le Grul, c'était mes bicolorités préférées par les 5 qui avaient disponibles. J'ai pogné quasiment que des cartes Rakdos. Donc, j'ai été obligé de me faire un deck 3 couleurs. Et vous savez que malgré le fait qu'on avait accès à plus souvent à des double lands qui donnaient plein de couleurs, c'était très risqué de faire des decks 3 couleurs. Deux premières games, je fais une victoire et une défaite avec ce deck-là. Et après ça, à partir de ce moment-là, j'avais le choix entre soit rester pour faire les 3 autres games, ou soit changer, prendre un nouveau pack, et faire du troll à deux têtes. Voilà. J'hésitais pas mal, pour la simple et unique raison que j'avais un deck 3 couleurs qui pouvait potentiellement être instable. J'ai décidé de rester pour le solo et c'est là que j'ai réussi à faire le meilleur score que j'ai jamais fait dans une pré-release. 4-1. C'est pas super, j'ai déjà fait des C'est ça. 4-0 des 5-0 sinon, mais. Exactement. Et vous Moi voulez j'avais savoir eu. pourquoi? Dans cette pre-release-là, j'avais eu, je me semble, l'enchantement qui donne que toutes les créatures ont plus 1/+1, puis toutes les créatures adverses ont -1/-1. Et tu payes de la mana pour exiler une créature, faire un spirit. Et un de mes amis avait eu 2 fois Chaos Rat. Mettons que lui, ça l'a beaucoup aidé sa game de pouvoir wiper le board 2 fois. Aïe aïe. Ben, en tout cas, pour en revenir là, vous voulez. J'ai fait 4-1 grâce à lui. Lui là, Oh. c'était le MVP de la game. Vous avez pas idée. À chaque fois qu'il tapait le jeu, là, il faisait je vous défonce toutes les créatures. Et même quand il le faisait pas, les gens ils le géraient jamais. Il y avait quasiment pas de removal qui pouvait le taper. Fait que je tapais, puis j'ai même réussi à le transformer en 11 piétinements avec ça. C'était. J'avais réussi à le jouer souvent, là. Il était insane en tabarnak. C'était le MVP de toutes les games qu'il m'a fait gagner, en fait. Pour vrai, là, j'ai tellement aimé le jouer que je me suis fait un deck que je voulais me faire un deck de Commander avec carrément. Ce que j'ai fini par faire, mais un petit peu plus tard, mais je l'ai fait pareil. D'ailleurs, petit spoiler, je vais le jouer pendant un événement particulier d'Halloween. Vous allez pouvoir voir encore ça. Effectivement, c'est pas fou, c'est pas fou. Voilà. Donc, au pire, ce qui s'est passé dans le live, c'est pas grave, mais voilà. Ouais, pour ceux qui regardent ça, mais beaucoup plus tard, ben, vous verrez qu'il y a eu un événement d'Halloween pendant une certaine période de cette année. Et que vous l'avez pas vu, et ben tant pis pour vous. Voilà. Mais si vous êtes en train de regarder ça avant, n'hésitez pas. Voilà. Bref! Voilà, c'était la petite anecdote que je voulais raconter, puis vous montrer ma sympathie beaucoup plus élevée avec cette édition-là. Bon, à ce temps, passons à War of Spark. Bon, là, malheureusement, il n'y a pas de Shockland là-dedans, fait qu'on peut pas se permettre de directement le mettre dans les excellents, comme on l'a fait avec les deux autres. Donc, analysons les cartes de War of Spark. Effectivement. Et là-dedans, il y en a quand même pas mal. Et on va commencer par un gros morceau, encore joué à l'heure actuelle, Cards of Great Creator. Activer d'habilité des artefacts que les adversaires contrôlent ne peuvent pas être activés, mais surtout, plus 1, tu transformes une target artefact non créature et devient un artefact créature avec une force et une endurance égale à la valeur de mana de cet artefact en question. Moins 2, tu choisis un artefact depuis l'exil ou en dehors de la game, tu le révèles et tu le mets dans ta main. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, outside the game, dans le cadre du compétitif, ça représente le side, en fait, le sideboard. Fait que ça te permet d'aller chercher un artefact dans ton sideboard pour le mettre dans ta main, en fait. Ou depuis l'exil. Ce qu'on appelle plus communément appelé le cornboard, mais bon. Exactement, ouais. Un sideboard qui est seulement fait avec juste des cartes que Korn peut aller chercher habituellement. C'est ça. Il y a genre Incinerate Bridge, d'ailleurs. Pitting Needle, Incinerate Bridge, Tormod Script, Ouais. Warm Call and Shine, Sundering Titan, Cityscape Leveler.
Ça a même un peu remplacé Eugene. Ça a presque mais... plus remplacé Eugene en plus. Et puis Walking Ballista, je vais oublier Walking Ballista, puis après ça, le reste, c'est quand même bien des cartes interchangeables. C'est ça, genre Painted Needle, Transfert, des Incendiary fois, Quid, c'est tu pas une calais ça mauvaise de idée. void, fait que ça met de à Void, mort. pas une mauvaise idée. Ça aussi, c'est joué. Ça, on va en Ah oui, reparler. Stone Brain, c'est vrai, Stone Brain. Parce que surtout que l'affaire avec Stone Brain, on va en parler peut-être. Je vais en parler peut-être plus dans. Ben, on va en parler plus dans Brothers Wars, là, mais c'est le fait que son effet, c'est Exile. Fait que tu peux quand même, après l'avoir utilisé, de le rechercher avec Korn. Du fait que Exactement, tu ouais. peux aller chercher dans Exile. Yes. Bref! Donc, c'est vraiment un MVP. Puis, apparemment, en plus, il y a beaucoup de monde, de ce que j'ai entendu dire, qui se plaignent des decks monovert dévotion en Pioneer. Et il y a beaucoup de monde qui souhaite son ban, mais apparemment, ça a pas été. Il y a rien qui a été banni en Pioneer, fait que les gens étaient en mode calice, le Pioneer est mort. Ben, c'est vrai que si tu bannes. Ça a l'air bizarre, mais je pense que si effectivement tu bannes Korn à Pioneer, ça aiderait beaucoup les autres decks parce que le fait que tu as accès. Tu sais, c'est le seul deck que tu as littéralement accès à 15 cartes de plus. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Fait que, ouais, il cause problème dans la méthode du Pioneer en ce moment, puis je pense qu'un bon petit ban devrait aider pas mal. Mais bon, en moderne, pas besoin, donc ça va. Voilà. On s'en fout du Pioneer, c'est en moderne le plus important. Et c'est Ouais. une excellente carte dans ce deck. Ouais. Il y a quand même déjà un bon truc. Ensuite, on a Arboreal Grazer, qui est joué dans les decks Amulette Titan. Un simple beast qui ressemble plus à un macaque. 0-3 reach pour 1 vert. Quand tu entres en jeu, tu peux mettre un land de ta main en jeu engagé. Voilà. Un simple carte joué dans Amulette Titan qui permet de rapidement mettre des lands que tu as besoin pour. En plus, il arrive engagé. Automatiquement, si tu as un Amulette Titan en jeu, on tap. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste une carte qui est bon à ajouter dans le deck, qui va très bien avec l'Amulette Titan, justement. Prochaine carte, un autre Planeswalker. Bon, c'est juste une mention pour mon Boros Human. Gideon Blackblade. Bon, c'est pas une carte importante dans l'histoire du moderne, mais j'ai joué cette carte-là dans mon Boros Human parce que. Bon, son plus ça permet de donner une des 3 mots-clés. C'est super bon. Exile, Tarine, non permanent. J'ai fini par le retirer pour la simple raison que ça pouvait juste pas bloquer. Mais. Je donné quand même lifelink. Mais. Je vais vous expliquer un petit truc de règle par rapport au champion de la Powerhouse. Qui dit que. Il dit en gros qu'à savoir qu'un humain entre en jeu, garde un marqueur +1/+1. Voilà. Et Gideon, en fait, ce Planeswalker, ça dit que pendant ton tour, c'est un humain soldat 4/4. Bon, il est indestructible et qui permet toutes les blessures faites sur lui, ça on est habitué. Mais. Je trouve que c'est un humain soldat. Pendant ton tour. Ouais. Si tu le mets pendant ton tour. Pardon. Ben, en fait, il va garder un marqueur +1/+1. Parce qu'il arrive en tant que Planeswalker, certes, mais surtout en tant qu'humain soldat. Donc, ça va donner un marqueur +1/+1. Voilà. Donc, je me suis dit que c'est une petite précision et je le mentionne parce que c'est une bonne carte, mon Boros Human. Mais j'aime ça, ouais, mais encore un Planeswalker, mais ce que dit Faggy, la spécialité de World of the Spark, c'est qu'il y en a quand même 36. Fait qu'il y a peut-être des bonnes chances qu'on en voit plusieurs. Ouais, c'est ça. Et ça tombe bien parce que le prochain. C'est un autre Planeswalker. Exactement, c'est Narset Parter of Veil. 5 marqueurs de départ pour 3 dans 2 bleus. Les adversaires ne peuvent pas piocher plus d'une carte par tour. Notez ceci, c'est très important. -2, tu regardes les 4 cartes du dessus de ton deck, tu peux y révéler une carte non créature, non terrain, et tu le mets dans ta main. Littéralement comme la capacité que le faisait le fameux Search for Ascanta en terrain. Voilà. Donc en fait. J'ai un petit peu d'Azorius Control pour pouvoir. Non, pour pouvoir justement faire. Il y avait des fois le monde qui voulait peut-être essayer avec Days Undoing pour essayer de faire comme ok, ben t'as une carte. Mais ouais, il n'y a pas encore de. Il y a pas encore de carte qui permet de juste comme faire un will effect en moderne pour faire que l'adversaire juste une carte de main pleine. Ouais, c'est ça. C'est néanmoins joué en Pioneer, mais beaucoup moins en Modern Master. Voilà. Ouais. C'est plus vraiment une carte en jeu que ça. Et encore. Et juste une petite mention spéciale que je viens de voir. Ouais. C'est quand même Restrict of Vintage. Pour vous dire que ça a l'air niaiseux, mais ça dépend du format, mais des cartes qui peuvent être excellentes dans différents formats. Ouais, c'est ça. Tu parles de quelle carte au juste? Ben, Narset et Restrict of Vintage, pour te dire que c'est tellement brisé. Ah, ok, parce que ouais. c'est tellement de cartes
Puis jouer une Arcette tour 1, c'est trop fort pour le vintage. En effet, ouais. C'est très, 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 très normal. Je connais pas assez le vintage pour dire si c'est normal ou non. Moi non plus, j'ai juste vu ça, puis je trouve ça intéressant de le mentionner. C'est vrai. Bon, on va passer maintenant à Davriel. Donc, Davriel, Rogue Shadow Maze, qui est une carte qui est jouée dans Etrak. Ça permet en gros que chaque adversaire. Comment? Qui était? Parce que je l'ai testé, puis après ça, ça a pris le bord assez vite. Ah ouais, à ce point-là? Ah oui. Le problème est d'un, t'as Liliana of the Veil. Fait que Liliana of the Veil vaut plus son 100 quelques dollars, fait que déjà c'est moins pire. Puis le fait que c'est ça, c'est comme si t'as pas de Liliana of the Veil, tu peux jouer Davriel. C'est techniquement la version Liliana of the Veil budget là. En effet, ouais. En effet, ça le joue effectivement pas vraiment pas. Ben, il joue Liliana de Veil à la place. Oui. Je pensais pas que ça avait pris le bord à ce point-là. Ensuite, on a Hilard de Roar, Race Boar. Une 6-6 trample pour 5, dont 2 rouges. Quand il attaque, tu mets une créature depuis ta main en jeu, engagée et attaquante. Tu le retournes dans ta main ensuite au début de la fin du tour. Quand il meurt ou il est dans l'exil, tu le mets en 3e position sur le top de ta librairie. Voilà. C'est un gros cochon. Et pourquoi je le mentionne ici? Oui. Parce qu'il y a moyen de tuer tour 1. Enfin, avant que le fameux Cement Spirit Guide soit banni. Voilà. Donc en gros, terrain, pour un rouge Fête Shooting, tu défausses 2 cartes, dont le fameux. Non, excuse, tu exilais un Cement Spirit Guide pour un rouge pour faire Fête Shooting. Tu mettais parmi eux Emrakul dans ton deck. Et Hilar. Non, excuse, tu mettais Hilar dans ton cimetière. Excuse, je suis en train de dire des conneries. Donc tu mettais Hilar dans ton cimetière. Ah oui. Et ensuite, n'importe quoi d'autre, ce que tu veux. Ensuite, tu tapes ton land pour du noir et tu exiles un autre Cement Spirit Guide. Tu fais. Guardian's Vengeance. Voilà, le Guardian's Vengeance. Tu ramènes le cochon en jeu qui a Ace, t'attaques avec, Trigger, Emrakul, tu le mets en jeu, 21 de dégâts dans ta gueule, t'es mort. Donc ça fait genre 1. Là-dedans, faut que t'aies quand même 2 Simian Spirit Guide. Ouais. 2 Cement Spirit Guide, un terrain, un Hilark dans ta main, un Fetish Shooting, un Emrakul. 1, 2, 3, 4, 5. Et un Guardian Vengeance. Ça fait 7 cartes. Ouais, ça fait la main parfaite, hein. Ouais, mais on va pas se mentir, c'était vraiment brisé comme combo. Il y avait un deck autour de ça qui était joué pendant un certain temps, mais c'était plus vraiment joué parce que c'était trop fragile en fait. Mm-hmm. Ça n'a pas été joué longtemps, et tant mieux parce que je voulais pas avoir ce deck dans la top méta. Là. Jamais de la vie. Et qu'il tour 1 de même, là. Non. Je veux jamais voir ça. Jamais, 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 jamais. Bon, prochaine carte. Ça, on avait déjà parlé. Ah oui! Une très bonne contre, qui est une meilleure version de Negate, Darwin du Veto, qui est comme Negate, quand tu attaques nos créatures spell, mais la différence, c'est qu'il coûte un blanc et un bleu, au lieu d'un bleu et un mana générique, mais surtout, il est pas contrable. Ça fait la différence. Ça fait la différence, effectivement. C'est un peu de la même manière que Super Vertigo. Ben, contrôle, c'est pas joué, fait que. Ouais, c'est ça. Ben, Darwin du Veto, je vais voir. Je vais juste m'assurer que la carte est vraiment jouée. Ben, Far Coramnat, ah ouais, ça le disait. Far Coramnat serait pas mal le seul deck qui va le jouer. Exactement, ouais. En sideboard, pas en main deck, je pense. Ouais, c'est pas joué dans toutes les versions par contre, t'sais. C'est quand même sur 5000 cartes. Franitix. Ouais. C'est ça, là, c'est pas. Pardon! Ouais, c'est ça. Il y a des Darwin du Veto dans certaines versions du deck. Ouais. Puis. Ah. Voilà. Ça reste relativement joué dans un archétype en particulier. Encore là. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, prochaine carte. Néophone. Ça n'a pas été joué très longtemps, cette carte-là. Mais ça a été testé surtout. Voilà. Tu peux expliquer Neoform? Ouais, tu peux l'expliquer.
Ok. Fait que Neoform, ça jouait à Lazarus Strider, qui permet que tu pouvais, en coup additionnel, exiler 2 cartes vertes pour l'avoir sur le jeu. Puis après ça, quand tu faisais ton Neoform, ben tu peux acheter quelque chose qui coûte ça plus 1. C'est bizarre, mais Griselbrand il coûte exactement plus 1 de ça. Donc, tu mettais Griselbrand en jeu, puis après ça, ben, tu fais ce que tu voulais. Tu pouvais, exemple, piger cette carte, jouer. Il y a un shoal dans Champion of Game Gold qui permet de, à la place, exiler une carte blanche, dont le Worm qui coûte 15 pour pouvoir gagner 15 de vie, fait que pouvoir continuer à faire des affaires pour. Je sais plus comment quel deck tu es, mais tu étais capable de faire genre tour 2 Griselbrand, puis d'avoir tellement de cartes dans tes mains que tu pouvais juste tuer quelqu'un. Ouais. Ça, c'est ce genre d'affaire pétée. Ça n'a pas été joué très longtemps, par contre. Non. Vraiment pas longtemps. Ok, et je pense qu'il y a une dernière carte en... Non, il n'y a pas de dernière carte. Bon, Ashiok, je pense que c'est plus vraiment joué parce que ça permettait simplement d'empêcher le tutor, mais ça n'a pas été très loin. Non, effectivement, je me rappelle juste que j'ai été très comique que j'ai joué contre. Ah non, excuse-moi. C'est le shoal vert qui fait gagner la vie, excusez-moi. Ok, Mais ouais, ouais, c'est non, bon. c'était pas vraiment. Si je l'ai vu, c'est que t'as un Griselbrand, tellement de grosses créatures en jeu que le monde n'est pas capable de gérer ça, puis tu gagnes à cause de ça. Ah, Vector Flux, ça va, ouais, casser plein de spells, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ensuite, on C'est va ça. parler de Mais c'est ça. Blason. On va Mais parler de... juste pour dire ça, à chaque Dream Render, c'est juste drôle parce que j'ai joué une game contre quelqu'un qui jouait Storm. J'ai joué, puis je jouais Murktide, puis j'ai joué à chaque Dream Render, puis je vais, bon, ben, je vais me miller parce que je vais pouvoir delve mon Murktide, puis je vais exiler ton cimetière. Puis, puis après ça, le gars, pendant son tour, il a fait Gift of Given. Je regarde mon Ashiok, je fais OK, ça resolve. Il se craque les doigts, faire OK, c'est bon, on est parti. Moi, je fais juste faire comme mettre sa main sur son deck, t'as pas le droit d'aller search. Ça va être Ah! comme oh fuck, à cause de ça. C'est juste excellent, en fait. C'est juste excellent. Bref. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole à chaque fois. Okay. Bref. On continue avec Blast Zone, un terrain qui arrive avec un compteur charge dessus. Tu le tapes pour faire un mana colorless. Pour 2x, tu l'engages, tu ajoutes X marqueur dessus. Et pour 3, tu l'engages, tu sacrifies, tu casses toutes les permanents au terrain avec un... égal au nombre de charge counter de dessus. Donc ça, c'est une carte qui est plutôt jouée dans Tron. En un exemplaire, surtout. Ouais. Un exemplaire dans Mono Green Tron, d'Eldrazi-Tron, c'est pas mal une fois. Ouais, c'est ça. C'est le petit couteau suisse. Ouais, ça fait l'affaire. Et bien sûr... le fameux Teferi. Voilà. Le fameux petit Teferi, pour comparer avec le gros Teferi, qui est beaucoup plus joué et qui est pas joué que dans Azorius Control. Il est joué dans plein de decks, justement, pour empêcher les interactions en général, en fait. Ouais. Ouais, que ce soit... C'est bon. Ben, vas-y, je vais te laisser. Non, excuse, c'est quoi tu voulais dire? Ben, je sais que c'est bon exemple contre Footfall parce que Footfall ou Living End, parce que tu vas casser ton spell. Le problème, c'est que tu peux pas caster ton Living End, ton prochain Footfall parce que ta carte avec cascade est encore sur le stack, fait que tu peux pas caster ce spell-là en instant speed, tu peux le caster en sorcery, donc tu peux pas le caster. Ouais, c'est ça. Une carte bien cassée, qui est bannie en Explorer, qui est bannie en Pioneer, carrément. Pour des bonnes raisons. C'était la carte qui faisait que le deck contrôle parce qu'au pire, trop 3, je joue mon Teferi, je bande sur une de tes créatures, je pige une carte. Tour d'après, je peux juste comme plus Teferi, avoir un wipe de board dans mes mains, faire comme ok, tu joues ton deck, faire d'attaque, ouais, je wipe le board. Ouais, c'est ça. C'est une joué carte aussi qui est dans bien. Réanimateur parce que tu pouvais faire ça, exemple, plus un de Teferi, après que ça a été posé, faire Unmarked Grave pour aller justement aller chercher une carte, ou encore mieux, Unmarked Grave, ouais, après ça, persiste, fait que tu vas aller chercher ton Archon plus le ramener. Le gars il sacrifiait une créature, il avait tellement de value, puis en plus tu bloquais. Puis la personne elle pouvait rien faire parce que tu n'as pas le droit de jouer des choses en instant speed. Donc. Ouais! C'est pour ça que même avec mon dagger gros, je le casse le plus vite possible pour pas qu'il abuse de Teferi, justement. Faut tout le temps le casser Exact. quand tu le vois, en fait. Même dans un dagger gros, tu le vois, tu le pètes au plus vite. Oh oui.
Bon, ben, mettons, ça t'empêche d'utiliser Boroshan pour péter toutes tes pour protéger toutes tes bêtes qui ont un mass removal, en fait. Oui. Voilà, donc c'est très important à mentionner. Et le problème, c'est que tu peux pas jouer en instant speed, fait que si wipe the bar, tu peux pas répondre. Mais c'est pour ça qu'il faut le casser, en fait. Oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Bref! Moi, on parle d'un Karl qui est joué dans Tron, d'un Teferi qui est joué dans plein de decks. Ouais. Euh, Grazer qui est joué dans Omelette Titan. exactement. Oh ben, exactement. Domaine du Veto qui est encore joué à l'heure actuelle dans 4 couleurs élémentaires. Ouais. Tu le mettrais où? Moi, je mettrais ça dans Excellent. Pas dans les plus importants, mais dans Excellent, ça c'est facile. Ouais, je suis d'accord. On va le mettre là. Ouais. Donc, t'attendais pas à ce qu'on le mette dans Excellent, mais finalement, il est dans Excellent. Bravo, ça passe. Ça passe bien là-dedans. C'est parce que Karn, tu sais, le fait que Karn peut acheter One Ring, le fait que t'es. Ça a l'air niaiseux en ce moment, mais je trouve que tu bannes Karn, Tron n'est plus joué. Et boy, ouais. Ouais, ça, tu bannes Karn, mais tu banneras pas Karn en moderne, ça c'est sûr. Coffer serait plus joué non plus si Karn est ban. Ah ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de decks que genre tu bannes Karn, le deck il est plus jouable. Parce qu'il va être rendu trop lent. Il est plus. Il y a leur couteau suisse part en fumée, puis. Terminé! Ça fait que justement ça. Exactement. Bon! On est rendu à 9h. Si tu connais la liste de Modern Horizon 1, parce que oui, on est rendu à Modern Horizon 1. T'es-tu prêt pour faire Modern Horizon 1? Dans tous les cas, c'est le dernier set dont on va parler. T'es prêt? On va finir avec Modern Horizon 1. Ok, on parfait. finit sur du lourd. Ouais. On se craque les doigts, on se prépare. Yeah, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de cartes qu'on va parler ici. Yeah. Et en fait, on va pas se casser la tête sur la tier list. On va directement là. Voilà, ça, c'est réglé. Y'a pas de questions à se poser. Bon, fait qu'à ce temps qu'on a parlé de Modern Horizon 1. On va parler. Ok. Il y a tellement de choses à dire. C'est ça, c'est la dernière édition dont on va parler. Allez, on va commencer par une carte qui n'est pas devenue tout de suite cancer, mais que je considère comme absolument cancer. Ephemerate. C'est fou comment que quand ça s'est sorti, ça l'a jamais été vraiment joué. C'est à cause de Modern Horizon 2 que ça a commencé. Exactement. Exactement. Le tabarnak de Modern Horizon 2. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, encore une fois. Là. Pour oublier, c'est un cloud shift que tu peux faire 2 fois en 2 tours. Exactement. Qui vaut à peine. Ouais. Bref. Prochaine carte, qui est jouée dans Hammer. Ouais. On a Giver of Rune, qui est un équivalent, qui est une nouvelle itération du Mother of Rune. Mais sauf que lui, c'est juste une autre créature, mais ça ajoute la protection contre le Colorless, contrairement au Mother of Rune, qui lui ajoute tel que la protection contre la couleur. Exact. Et qui est un cléric corps, donc un type de créature qui n'a pas vraiment de tribal en tant que tel, à part le cléric. Cool. Voilà. Donc, c'est un excellent moyen de protection. C'est assez tough à en trouver. Mais ça reste quand même une excellente carte. Je déteste cette carte d'ailleurs. Je déteste cette carte qui protège trop facilement n'importe quoi. Là. C'est juste comme pas possible. Donc, je suis d'accord avec ça. Ben, ça a déjà été Giver Throne, il joue aussi dans le deck autant que dans Mertime que dans le combo de Vizier. Parce que tour 1, faire ça, t'es comme. Si tu sais qu'il commence à avoir ces morceaux, il faut que tu enlèves Giver of Throne avant d'enlever les autres. Ouais, et c'est pour ça que c'est une carte que je déteste. Voilà. Ensuite, on va parler de Ranger Captain of Eos. Donc lui, c'est une carte que j'ai jouée avant dans mon Human, mais que j'ai fini par enlever parce que... En fait, c'est quand ça entre en jeu, tu t'en vas chercher une créature avec une valeur de 1 ou moins, tu le mets dans ta main. Tu peux sacrifier pour empêcher les adversaires de casser des sorts aux créatures jusqu'à la fin du tour. La même chose, c'est peut-être jouer dans le deck de Vizier. C'est dans les decks qui ont besoin de « Ok, je m'en vais pour combo. Je vais sacrifier mon Ranger, tu peux pas casser de spell. Faut que tu le fasses cette affaire-là. Après ça, je fais mes affaires. » Ouais, mais Captain Eos, c'est une carte que je jouais dans mon Human, mais c'est surtout une carte qui est jouée à l'heure actuelle dans le fameux Elliot que c'était surtout joué dans le Samwise Combo. Effectivement. Puis dans Elliot Company aussi, de ce que j'ai vu. Bon. À cause que tu peux aller le chercher avec Collected Company, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, la patate de Minou, tu sais. Même chose parce que tu peux chercher une de tes pièces de combo.
tu peux aller chercher justement aussi. Mais c'est fait aussi de la protection. C'est vraiment de faire comme, ok, regarde, j'ai besoin d'un tour off que tu peux pas rien jouer, ok, Ouais. je fais mon combo, puis tu peux pas rien. Tu peux pas counter spell, tu peux pas. Ouais, je suis surpris de voir que c'est plus vraiment joué, là, mais. Non, Ça, non, c'est ça, c'est ouais, joué. c'est ça. Ça a été aussi joué dans une version alternative de Death Shadow, qui est le mardu Death Shadow, qui jouait justement le Ranger Captain Eos pour aller chercher le Death Shadow, justement. C'est pas fou. Ouais. Aussi. Tu peux, avec même ça, tu pourrais même jouer avec du verre en plus pour collecter de compagnie, il y a toujours des moyens de. Voilà. On va parler ensuite de Archmage Charm. 3 bleus, qui permettent de choisir un entre contre un sort, piger 2 cartes, ou prendre le contrôle d'un permanent avec une valeur de 1 ou moins. Je me suis fait voler des tracks, moi, des racks avec ça. Ça, c'est Mais vraiment ouais, méchant. tu peux jouer dans Murktide, tu peux jouer en Lazarus Control, mais Ah, mais c'est c'est surtout beaucoup dans la. moins joué qu'avant. Ok, ouais. Et surtout que ça a complètement remplacé le fameux Cryptic Command quand c'est arrivé, ça. True. Bon point là-dessus, c'est C'est vrai. ça. Cryptic Command, c'était plus vraiment joué à cause de ça. Non. Ensuite, ça par contre, c'est déjà beaucoup plus joué. Oh oui. Force of Negation. Si c'est pas ton tour, tu peux exiler un bleu, une carte bleue de ta main, à la place de payer son coup de mana, contre un sort non créature, le sort contre de manière, tu l'exiles. Exact. Exactement. Donc, on a littéralement un équivalent de Force of Will, mais pour le moderne. Exact. Simplement. Je veux dire. C'est joué dans Crushing Footfall, c'est joué dans Living End. Je joue moi-même dans mon deck de Murktide, j'en joue une copie parce que c'est drôle de faire comme Yonk. Tu sais, genre tour 0, faire Yonk. J'ai déjà fait ça avec un de mes amis, je jouais à Amulet Titan. Tour 1, Amulet of Vigor, en réponse, Force of Negation, pendant que j'ai pas de laine en jeu. C'est très drôle. Ah, ils sont faits pour ça, hein? C'est des cartes de méchants, ça. On va pas se mentir, tu sais. Oui. Bugtide, Living End, Temur, évidemment. Comment Folk aussi? C'est joué. Oui, c'est vrai. C'est C'est une bonne idée, Armor Frog aussi. normal, c'est un équivalent du Force of Negation, évidemment. Et ben, Force of Will. Ouais, Force of Will, pardon. Ben, ça compte pas de créatures, par exemple. Ça faut faire. Ouais. Mais c'est pas grave parce que souvent, tu veux jouer Force of Negation, pas nécessairement contre des créatures. Yep. Je veux dire, les cartes que tu veux contrer sont les non-cutters. Si ça compterait juste une créature, ça serait pas joué. Bon, prochaine carte. Lui, par contre, il a beaucoup fait parler de lui. Ouais. Surtout quand Throne of Eldraine était arrivé. Urza, Lord Height, Artificer, un 4 pour 4 dans 2 blancs. Dans 2 bleus, pardon. Quand tu es en jeu, tu crées un construct. Tu peux taper un artefact dégagé que tu contrôles, fait un mana bleu. Pour 5, tu shuffles ta librairie, tu exiles le top, puis tu peux le jouer sans payer son coût. En Ouais. gros, transforme tes artefacts en Mox Saphir. Ouais, littéralement. Et surtout, ça a rendu la fameuse combo Sword Anomic. Ouais. La fameuse Top 2 Sword, ouais. Exactement. Et le fameux Top Top Foundry. Voilà. Donc ça a rendu cette combo-là infinie. Parce qu'en fait, tu crées un top 10, mais tu tapais pas en bleu, tu activais la capacité pour sacrifier un artefact, c'est-à-dire l'épée, tu gagnes un point de vie, tu crées un 1, puis tu crées une infinité de board en fait. Exact. Mais l'affaire, c'est que tu pouvais taper ça la Sword pour faire son propre effet. Fait qu'avec ça, Ouais. tu avais Infini Top Tier. Et après ça, tu pouvais taper tes Top Tier pour faire l'effet de Urza. Pour pouvoir jouer ton deck aussi. Exactement. Ouais. Hey, Maman Joue! Genre, sûrement t'es capable de mettre de quoi qui fait comme Ace, puis après ça. Attends, c'est parce qu'il y a eu un raid, excuse-moi, il y a eu un raid. Salut le Steve Vegan, j'ai complètement oublié d'enlever les alertes, les alertes les alertes parce que c'est une vidéo que je veux dessiner pour YouTube. Ben salut le Steve Vegan, salut Maman Jou, merci pour le raid, ça me fait vraiment super plaisir. J'espère que vous allez bien tout le monde. On est en train de parler de Magic et plus particulièrement de Magic the Gathering et des éditions de Magic légales en moderne en ce moment. Mais bon, c'est pas grave au pire là. C'est pas grave, c'est une erreur technique, c'est pas grave là. Bref. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je suis vraiment content de m'avoir aidé, ça me fait vraiment toujours plaisir. Bref. Non, c'est pas grave. Bref. Donc pour revenir à... Ouais, c'est ça, c'est un couteau suisse. C'était joué également dans le fameux deck avec Oko. Il y avait un deck autour d'Oko, là.
Est-ce que tu as un super deck de Magic maintenant? Ah, on n'est pas en train de parler de deck Magic, on est en train de parler des éditions de Magic. Et de les classer dans la tier list, justement. Voilà. Exact. Voilà, il est déjà là. Plus qu'à moitié de fait. Voilà. Donc, il était joué aussi dans le deck d'artefacts avec du blanc-vert. Est-ce que tu as pu avoir un bon deck de cartes? Et en fait, j'en ai déjà. Voilà. J'en ai déjà. Bref. Prochaine carte, qui est jouée dans Black Coffer, Defile. Ouais. -1 pour chaque son que tu contrôles. Voilà, simple, efficace. C'est joué dans tous les decks de Black Coffer. Ensuite, ça. Ça a été joué pendant un certain temps. Ouais. Dans des sides. Puis maintenant, t'entres en jeu, tu choisis un type de créature, les créatures que tu choisis ont -1/-1. C'est Dead Touch en 2/2. Ah non, c'était joué, ça dans les deux, mais quand je jouais Spirit, c'était bon parce que ça tuait pas mal mes Spirits si j'avais pas de fer. C'est bon contre Elf, c'est bon contre Goblin, c'est bon contre Merfolk. Mais le fait que c'est quand même une créature, ça peut se faire enlever, puis ben ça coûte 3, fait que des fois c'était rendu trop lent maintenant. Là. Yep. Voilà. C'est joué en Legacy, par exemple. Ah! Ouais. Ah, c'est joué en Legacy, ok. Ouais. Ensuite de ça, prochaine carte, parlant de Goblin. C'était le set qui a remis les gobelins sur la map. Ouais, ça c'est vrai. On a le premier exemple avec Sing Gang Lieutenant. 1-1 pour 4 noirs. Quand tu arrives en jeu, tu crées 2-1-1. Tu peux sacrifier un gobelin pour drainer de 1. Voilà. Et en fait, dans le deck, en fait, il existe une combo avec le gobelin, avec le cutter, là. Le petit Snoop, là. Donc ça, on va rementionner la combo quand on va parler de cette carte-là. Ce sera pas aujourd'hui. Dans l'horizon 1, ça va être la dernière édition, évidemment. Mais en gros, il y a une combo avec le Snoop, un autre gobelin qui permet de lui donner les capacités de la carte de gobelin du dessus de ton deck. Et qui est révélé aussi en même temps. Bref. Ça permettait simplement de... Le combo infini, bref. Bon! On va ensuite... Prochaine carte. Lui, par contre, il a donné naissance à un archétype, le fameux Yawgmoth Transphysicienne, qui a le bon coup d'être protection contre les humains. Je l'emmerde. 2-4 pour 4, dont 2 noirs. Paye un point de vie, tu sacrifies une autre créature, tu mets un marqueur pour besoin, tu jusqu'à une créature ciblée, et tu piges une carte. Pour 2 noirs. Enfin, pour 2 noirs, et t'es faussé d'une carte, proliférée. Mais c'est surtout pour sa première capacité qu'on va le jouer dans le fameux Yawgmoth Evolution. Là. Ça, en fait, il y a une combo. Là, on va maintenant expliquer la combo concernant les fameux créatures avec le Undying. En effet, on avait mentionné à un moment donné un loup qui s'appelle le Young Wolf. Qu'on avait mentionné quand on avait parlé de Dark Ascension. Je pense que, je sais pas si j'en avais parlé, mais au pire, on va le répéter ici. Mais en gros... on avait parlé. Ouais, on en avait parlé. Mais en gros, on va en reparler ici, mais en gros, t'as un Undying avec un marqueur +1/+1, puis t'en as un autre, mais qui a pas de marqueur +1/+1. Le principe, c'est simple, c'est tu sacrifies ton loup, le loup meurt, il revient avec un marqueur, mais tu mets un marqueur -1/+1 sur le loup-garou qui a déjà un marqueur +1/+1 pour le lui retirer. Donc je rappelle, quand tu mets un marqueur -1/+1 sur une créature qui a un marqueur +1/+1, ça s'annule. Voilà. Et ça, c'est pas compliqué. Ensuite de ça, tu recommences en fait. Tu fais la boucle infinie. Ouais. Mais à chaque fois que tu fais ça, tu piges une carte. Ouais, c'est ça. Si après ça, tu as un Blood Artist en jeu, tu perds pas de vie parce qu'à la place de perdre un point de vie, tu le fais. Tu le regagnes pareil. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que tu finis par tuer l'adversaire. C'est ça. Le Blood Artist qui est là. Ils ont décidé de. Ouais, qu'est-ce que c'est? J'ai reprêté une couple de fois. Voilà. Bon, prochaine carte. Goblin du Matron. Donc encore un autre gobelin. Je sens qu'il est joué un petit peu, mais je sais plus si c'est vraiment joué, mais ça permet de... Il est joué dans le deck de gobelins parce que justement, tu peux aller chercher tes combos. Ouais, c'est ça. Ça permet effectivement de chercher les combos. Ça le met dans la main par contre. Mais il y a un gobelin qui permet de le mettre sur le top.
Mais c'est surtout efficace dans le moment où t'as le fameux gobelin en... le Snoop en jeu. C'est plus préférable d'avoir la version noire qui lui va le mettre sur le top. Parce que ça permet justement d'avoir directement le gobelin sur ton top pour activer les capacités avec le Snoop en fait. Mettez le match-run pour aller chercher le Snoop, pour aller chercher l'autre gobelin qui va le mettre sur le top, pour voir ça. Aussi, un fait important, c'est une réédition, mais ça permet que, vu que c'est le premier print dans Modern Horizon, techniquement, Goblin Match-run devenait légal en moderne. Exactement, ouais. Exactement. Ensuite de ça, il me semble qu'il y avait un autre gobelin. Lui, là, il est très joué. Ça, je sais que c'est joué dans les decks gobelins. Un pour flash pour 2, dont en noir et en rouge. Ça fait autant de dommages à une créature en planeswalker égale au nombre de gobelins que tu contrôles. Ouais. Bref. C'est le removal que tu peux avoir avec des gobelins. T'sais. Exactement. En 4 exemplaires, c'est tout le temps joué en 4 exemplaires. Simple et direct. Bon, prochaine carte. On va parler de Lava Dart. Donc ça, c'est une carte qui a été jouée dans IZ Phoenix. Et dans des decks style... IZ Blitz. Ouais, le but, aussi. c'est de casser le plus de spells d'un coup pour tuer... avec des... Swift Spear. Il y a un Fairy Dragon qu'on va peut-être parler dans Ikoria aussi. Oui. Et il y avait aussi le Soulscare Mage qui était joué dans ce deck-là, me semble. Oui, effectivement. Effectivement, là-dessus, t'as raison. Ouais, Soulscare Mage, c'est joué aussi. Ouais, c'est ça. j'avais oublié de mentionner ce deck-là. Donc voilà, Lava Dart, c'était joué dans ce deck-là. Ensuite, on a encore une carte qui a donné naissance à un autre archétype. Juste pour dire, Lava Dart, c'est la même chose comme Goblin Matron. C'est un reprint qui a fait que Lava Dart est devenu légal en moderne. Exactement. Là, par contre, on va parler d'une nouvelle carte. C'est le fameux Crashing Footfall. Suspense de 4 points verts. Et en fait, quand tu le casses, ça crée 2 Rhino 4-4 Trample. Tu t'es parti là-dessus parce que beaucoup de monde savent, les cartes avec suspend, habituellement, les créatures, quand ils reviennent du suspend, ont Ace. Crushing Footfall ne permet pas d'avoir des Rhino Ace pour la simple bonne raison que ce n'est pas une créature, c'est une carte qui fait des créatures. Exactement, ouais. Donc, bonne soirée à toi. Ben écoute, bonne soirée à vous autres, et merci d'être venus pour le raid. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Bref! Donc voilà, Crashing Footfall, c'est juste un archétype, c'est Temur Cascade, quoi. Tant que ça. Y'a pas d'autre chose à dire. Sans ça, Temur Cascade n'existerait pas, en fait. Effectivement. Donc voilà. Déjà, on pourrait carrément le mettre dans les plus importants, carrément. Mais là, il y en a encore d'autres. Je veux dire, regarde, encore une carte de side à la Force of Negation. Force of Vigor. J'ai joué dans Crushing Footfall. Ouais! Même chose que pour Force of Negation, sauf que c'est une carte deck que tu peux exiler pour le casser. Détruis jusqu'à 2 artefacts pour enchantement ciblé. Il me semble que c'est joué aussi dans Yawgmoth Evolution parce que Gravedigger's Cage ou des cartes qui peuvent. Ou les Line of the Void, des choses comme ça aussi. Là. En effet, ouais. C'est vrai que ça peut être pratique, en effet. Ou les Line of Sanctity si jamais tu peux pas targeter. Ou... Ouais. On va mentionner vite fait Scallop, qui est une nouvelle carte pour les decks Infect. Ça transforme une créature ciblée en 6-4 Worm, avec Overlord pour 6, mais dont on se fout parce qu'on va juste payer un vert pour transformer une créature Infect en 6-4. Finalement, ça pensait remettre Infect sur la map, puis finalement, bah, c'est ça sur Respeed, donc non. Bah, c'est ça sur Respeed, mais tu le fais au moment où tu veux genre le transformer. T'attends de voir si l'adversaire veut te tuer à l'infect. Et tu protèges ta bête avec un mana vert, avec le fameux Blossoming Defense. Voilà. Mais ça, non, mais le problème, c'est ça, c'est parce que le fait que, j'ai un exemple, si t'as 2 créatures infect qui attaquent, tu peux bloquer une des deux. S'il y en a une qui a scale up, puis l'autre il l'a pas, je risque de bloquer celle qui avait scale up. Comparé à l'autre, ben, si tu bloques une des deux, puis que je décide de faire un +4/+4 sur l'autre, ben, t'es un ou l'autre, t'aurais fait le +4/+4 sur l'autre, c'est le problème. Ouais, mais le but, c'est de mettre le Scallop sur une créature qui peut pas le bloquer ou qui vole. Oui, ça, Blighted Agent ou Wing Up, c'est là-dessus, oui. Ça, c'est un fait. Bon point. Tu le mets genre sur cette créature-là. Ensuite, Elamdam Recall. Donc, une autre réédition de plein de chiffres cette fois-là. Tu t'en vas chercher une créature en effet vert pour un vert et un blanc. Tu le révèles et tu le mets dans ta main. Voilà.
C'est joué dans la version de Vizier parce que des fois, pour les decks combo, Collected Company, c'est pas assez intéressant pour la simple bonne raison que tu peux whiff, tu peux pas avoir les cartes que tu as besoin. Comparé à ça qui perdait de fin de tour à acheter une des pièces de combo que tu as besoin, ça vaut beaucoup plus la peine. Ouais, mais c'est pas tant joué que ça, malheureusement, de ce que je constate. Non, ça, c'est joué un petit peu dans le deck de Omnap, c'est joué un petit peu dans les versions de Vizier ou quoi que ça, mais et ça, t'es en dessous de quelqu'un compagnie. Quelqu'un compagnie, si t'as besoin de genre juste 2 bonnes cartes, coûte 3, ben parfait. Mais Enormous Call te dit si t'as besoin d'une combo piece spécifique, je vais être à chercher. En Ouais. dessous d'une créature, évidemment. Et on parle d'un deck de 383 exemplaires au total sur 100, donc c'est un tiers des decks qui le jouent à peu près. Ben, c'est pas une carte tant jouée que ça au final. Non, ça, c'est pas tant joué que ça. Non. Ouais, c'est ça. Ok, celui-là, on va en parler en dernier, parce que... on va en parler en dernier. On va parler de Wrenn 6. Et c'est 2 N, en fait. Donc, une carte qui est jouée dans Dune, qui a été jouée dans Dune, et qui est encore aujourd'hui dans des Dune Saga. Pour un rouge et un vert, 3 marqueurs. Il est banni en Legacy. Parce que Wasteland. C'est Voilà. Wasteland, effectivement. Voilà. Mais bon, à part ça, plus 1, tu retournes un land dans ta main, donc ça permet de récupérer l'effet de champ dans Dune. Moins 1, tu fais un dégât où tu veux, ça permet de péter une petite créature de merde pour rien du tout. Moins 7, tu gagnes un emblème qui dit que tes insectes et sorceries ont retrace. Donc retrace, en fait, tu peux casser depuis le cimetière, mais en défonçant un land de plus en guise de coup supplémentaire. Pour casser le sort depuis le cimetière. Bon. Voilà. Ouais, c'est ça. Cette carte-là a valu quand même 120$ à son hype. C'était au même prix qu'un Ragavan. Ah ouais, je vois. À son hype. Et même encore aujourd'hui, c'est pas de 4 bêtises. couleurs Omnat, selon moi, ça doit être joué. Creativity. Ouais, c'est joué dans tous les 4 couleurs Omnat. Dune Saga. Créativité aussi, pareil. Dune Saga. 5 couleurs Bridge to Light. Ouais. Titan Valakut aussi. Ouais, c'est un petit peu joué. Ouais, y a pas mal de decks qui le jouent encore finalement. Ça reste. C'est le fait que tu peux faire -1, tuer un Ragavan, tuer un Dragon Rage Channeler. Ça peut tuer un Planeswalker adverse. T'as un genre Teferi qui a inventé quelque chose. Ça peut faire assez. Ça peut te faire le tuer bien les affaires. Yes, en effet. Jimmy Parish. Ah, ça c'est triste quand ça arrive. Bon. On va parler d'une première carte bannie. Oups. On va parler d'une première carte bannie, Arcum Astrolabe. Un artefact snow pour 1 mana de neigeux. Il entre en jeu, tu piches une carte, et pour 1 et en l'engageant, tu fais un mana. C'est pas un dork. C'est pas une carte de dork, c'est tout simplement une carte de filtration land. Voilà. Je trouve ça drôle qu'il est banni à plus autant de places qu'il est légal. Ouais, c'est ça. Donc, il est banni en Papa, en Legacy, en Moderne, mais il est légal en Commander, en Vintage et en Heartbreaker. Et en fait, la raison pourquoi Arcum Astrolabe a été banni, et surtout en Moderne, c'est simplement parce que ça permettait trop facilement d'avoir toutes les couleurs avec ce petit bonhomme-là, en jouant justement les terrains neigeux. Ouais. C'était pas une grosse demande terrain neigé. Puis le fait aussi, c'est que ça se remplace lui-même. Exactement, ouais. Ça coûte juste un si mana. Ça se remplacerait pas lui-même, ça serait peut-être pas joué. Pardon, je sais que je suis enrhumé. Donc voilà, c'est une des cartes les moins connues qui est bannie en Moderne. Ouais. Voilà. T'as joué ça avec Oko et Urza, parce qu'après ça venait un Mock Saphir lui aussi. Ouais. Bon, maintenant on va parler des terrains, les Horizon Land. Tu veux parler de l'autre carte bannie? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite? Ah, ok. On va parler des cycles des Horizon Land, style Fire Islet, style le fameux... Non, pas Nuttering, Nuttering, qui est le noir Nuttering vert. Canyon? Le Canyon, non, le non, Canyon. Nuttering Painland. Nuttering Painland, donc... c'est surtout ces trois-là qui sont joués, mais les deux autres sont quand même des très bons terrains qui pourraient facilement rentrer dans la méta si un jour les decks le permettent. Mais en gros, Fairy Islet, voilà.
Donc c'est assez de terrains qui demandent un point de vie pour en plus ajouter du mana mais qui arrivent dégagé, mais pour un et en l'engageant, tu piges une carte. Et on a donc en face de nous un équivalent du fameux Horizon Canopy. Voilà. Donc, un des fameux terrains. Le cycle n'est pas terminé à l'heure actuelle. Il manque les 4 autres terrains en couleur alliée. Puisqu'en effet, ce qu'on a en face de nous, c'est les couleurs ennemies. Donc, on a Fairy Disland, mais aussi Sunbucket Canyon, qui est très joué et qui est joué dans tous les decks de Burn. Oui. Donc, un excellent terrain joué dans tous les decks de Burn. Mhm. Et le fameux Nurturing qui est joué dans Young Moon Evolution. Ouais. C'est vrai, le vert bleu, c'est le vert bleu aussi qui. Ouais, le vert bleu qui est peu joué. Il est pas joué. C'est vrai, il est pas joué. Non, il est pas joué. Il est pas vraiment joué. Puis l'autre version, c'était le Azorius non plus qui est pas joué. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais la version Azorius n'est pas vraiment Non, jouée. Azorius c'est allié ça. Azorius c'est allié, c'est pas un Non, ennemi. c'est ennemi. Mais non, Mais- vert bleu c'est à côté. Ah non, non, non! Ah non, excuse, c'est moi qui est bête. Non, c'est la version Orzhov. Je me suis trompé de terme encore une fois. Blanc noir, c'est. Ouais. Il n'existe même pas la non, version Azorius en Cleansing. plus. Ouais, Cleansing. J'en joue un petit peu dans les decks Orzhov que je joue aggro. Je vais aller jouer une fois, deux. Moi, je joue les Sunbucket Summon Canyon. Cleansing, voilà. Ouais, dans mon Boros Human, je joue les Sunbucket Canyon. Ouais. J'espère en trouver en français un jour. C'est quoi en français pour le fun, là, non? C'est attends, je vais checker. C'est le canyon séché par le soleil. Ça fait de sens. Voilà. Le problème, c'est que ces cartes-là en français, ils ont été imprimées qu'en Europe. Fait que du coup, c'est super tough à en trouver. Ah ben oui. Donc, c'est super tough à en trouver. Bref! Bon. On va maintenant parler du gros morceau. On va mentionner Hotel of Dementia. Oui. Celle de dans les Altar of Dementia, évidemment. Mhm. Donc, tu sacrifies une créature et un joueur ciblé met l'autant de cartes égales à la force de la créature sacrifiée. Bon. Je le mentionne parce qu'en fait, il était joué dans un deck particulier. Et ce deck. Ah, ça, c'est la même chose. La printing de Modern Horizon 1 faisait qu'il devenait légal en moderne. Ouais, exactement. Il était à la base dans Tempest et dans Conspiration. Ouais. Mais surtout, c'était une carte qui était jouée dans ça. Ogak Arisen Necropolis. Bon, ça suffit le suspense. On avait déjà mentionné souvent cette carte-là dans certaines éditions. On va maintenant en parler. Donc, on va commencer par simple. Modern Horizon 1 sort. Ce deck-là, le deck autour de Ogak, a remplacé le deck Vengevine, qui est en fait le deck dont on avait parlé, qui était basé autour de Bridgeform Burrow et Vengevine, qui est une carte de créature qu'on peut mettre depuis le cimetière en jeu si on casse 2 créatures dans le même tour. Et en fait, Ogak... ça fusionnait parce que ça jouait Bridge from Below puis Vengevine. Exactement. Ce deck-là a duré 2 mois. Devinez pourquoi? Summer of Magic! Yeah! Ouais, un deck... Eldrazi Winter, Ogak a été le Summer of Magic. Exactement, ouais. Oh my god. Donc, je te laisse expliquer la combo complètement brisée. Comment ce deck était complètement brisé. Ouais. T'sais, Ogak, tu te dis, ok, tu peux pas le caster avec de la mana. Sauf que Convoke puis Delve. Convoke, ça veut dire que tu peux taper tes créatures pour payer une mana, puis Delve, tu peux exiler des cartes de ton cimetière pour justement qui coûte moins cher. L'affaire, c'est que tu peux aussi le caster de ton système, Ogak. Ouais. L'affaire, c'est que ben déjà, t'as les Fetchland, fait que ça peut aider à avoir une carte. T'as aussi Stitcher Supplier qu'on a vu plus tôt, qui perd de 1003 cartes quand il arrive en jeu puis quand il meurt. Altar of Dementia permet de justement sacrifier des créatures. Et Vengevine te dit, si t'as cassé un spell, puis c'est la deuxième créature spell que t'as, il arrive directement en jeu depuis ton cimetière. Tu pouvais avoir littéralement des Ogak tour 1, si je me trompe pas. Non, pas tour 2. tour 1. C'est Non, important. pas Pas tour, tour c'est 1 parce que impossible. tour 1, tu pourrais, c'est vrai. Parce que si tu jouais des créatures avec 0 de mana, mais rendu là, je pense que t'es Ouais, joué mais pour non, vraiment. c'est ça. Fait que tour 2. Ouais. Mais l'affaire, c'est que tu pouvais jouer Ogak plus des Vengevine. Puis tu pouvais aussi juste vider ton deck si tu voulais, parce qu'avec Altar Dementia,
tu pouvais facilement sacrifier ton Ogak après que tu l'as casté pour miller de 8, pour recaster ton Ogak pour miller de 8, recaster ton Ogak pour miller de 8 et continuer la chaîne. Pour après ça, que quand tu avais assez de cartes pour recaster Ogak, de faire l'inverse, de miller l'adversaire pour qu'il n'y ait plus de cartes dans son deck. Voilà! Donc, on a un Ou moins... d'être juste super agressif puis attaquer avec tes Vengevine puis tes Ogak. Ouais, c'est ça. Donc, on a en face d'un deck qui était capable, pendant le premier mois de son existence, de tuer tour 3, beaucoup trop régulièrement. Et je tiens à préciser, à ajouter un truc. Poser au CAC tour 2, c'était même pas si dur que ça en plus. T'avais genre, par exemple, le fameux Stitcher qu'on avait mentionné tantôt. Le fameux Stitcher qui met les 3 quand il arrive un genre ou qui meurt. T'avais aussi en jeu le fameux Carrion... J'ai oublié de mentionner le fameux Carrion Feeder. Qui était apparu dans Modern Horizon 1, mais dont on n'a pas parlé, mais qui était joué dans ce deck. Permettait de sacrifier le Stitcher, justement. Ou le Wave Far Horror. Non, c'était pas ça. Mais il y avait, me semble, le fameux Satyre, là. Oui, Satyre qui pouvait miller de 4 cartes. Exactement. Genre, tu posais un truc qui millait de 3, ou tu pouvais juste mettre un bonhomme, tu mettais le... Attends, ça devrait apparaître, là. Le White Thunder, c'est ça. C'est apparu dans Modern Horizon God, dont on avait mentionné à ce moment-là. Là. Bref. C'était pas si dur que ça au final de mettre Ogak tour 2. Tu mêlais 3 cartes, puis c'était fini. C'était largement suffisant. Pour ceux qui veulent plus d'informations, j'ai mis justement dans le Discord du Gathering, dans l'Action Magique le Gathering, une vidéo de Rustic Story qui marque Summer of the Gak, qui résume vraiment comment Kogak a été assez brisé. Je le mets également dans la description du chat. Et je vous invite également... je pense que j'essaierai de trouver un moyen de mettre cette vidéo-là sous la vidéo en passant. Voilà, tant qu'à faire. Bon ben voilà, c'était absolument cancer, beaucoup trop pété. Et bien sûr, pendant le premier mois, après le premier mois de terreur du fameux Ogak, on va revenir sur Ogak, voilà. Donc, après le premier mois, la carte Branch from Brittle a été bannie. Pour justement empêcher cet abus absolument honteuse. Et ce n'est pas du tout la bonne carte. Tu es où? En fait, je vais marquer comme ça. Voilà. Donc, cette carte-là a été bannie du moderne à cause de ça. Pendant le deuxième mois, le deck a continué de terroriser le moderne. Parce qu'encore une fois, c'était facile de mettre tour 2. Et même si tu pouvais plus miller l'adversaire au complet, ou tuer avec ou être complètement pété, tu pouvais beaucoup trop facilement mettre trop de bornes en jeu. J'ai oublié, c'est effectivement, si tu mets un Bridge from Below, tu faisais qu'à chaque fois qu'une de tes créatures mourait, donc tu sacrifiais Ogak, tu faisais un zombie, mais si t'en avais plus, tu faisais plus de zombies, qu'eux-mêmes pouvaient taper pour Ogak, donc... Exactement. Il y avait juste trop de bonnes cartes dans ce deck-là qui marchaient trop bien, qui faisaient trop de trucs pétés, là. Bref, simplement l'une des pires périodes de l'histoire du moderne, parce qu'après... Mais il amènera aussi à l'un des bands les plus importants de l'histoire du moderne, puisque 2 mois après, évidemment, le fameux Ogak est bel et bien banni du moderne. Et surtout, il entraînera dans sa chute le fameux ban. Le fameux ban du Fetus Shooting. Parce que il n'y avait pas que Ogak qui était extrêmement puissant comme deck de cimetière. Il y avait aussi, évidemment, le fameux Izzet Phoenix. Il y avait aussi Dredge. Bref. Voilà. Parce que oui, Fetus Shooting a été banni en même temps que Ogak. Parce que les développeurs se sont dit, ouais, les decks de cimetière sont un peu trop mis en avant dans la méta. On va essayer de stopper ça en bannissant Fetus Shooting. Et ça a aussi causé la disparition de pas mal de decks, justement. Dredge était toujours là parce qu'il y a eu des nouvelles cartes qui se sont ajoutées par la suite. Mais il y a aussi la disparition de plein de decks qui est apparu grâce à Fetus Shooting, justement. Notamment le Izzet Phoenix, justement. Donc voilà. Es-tu toujours là, Dark Greens? Oui, je train de lire justement par rapport à le ban de Ogak, puis que justement, la dernière fois qu'il avait banni Bridge from Below, puis c'est la raison pourquoi ils ont banni Faithless Shooting, puis Ogak, c'est parce qu'ils voulaient pas
qu'en bannant juste Ogak, que le deck serait encore fort. Fait qu'ils ont décidé de juste vraiment ban une autre carte pour être sûr et certain que le deck pouvait pas revenir. Ouais, il était encore trop fort à ce moment-là, en fait. Et puis de toute façon, ils ont expliqué que pour l'instant, ils vont laisser Prince Umbrello ban. Et je pense que ça arrivera plus jamais, en fait, normalement. Non, ça. T'es Faithless Looting, peut-être avec le temps, va peut-être avoir un unban selon moi, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. Ils vont vraiment vérifier pour être sûr et certain qu'unban Faithless Looting fait pas grand-chose. Fait que selon moi, un peu comme Prodyne, quand ils vont l'unban, il y a quelques decks qui vont le jouer, mais ce sera pas une carte top tier Exactement. non plus, là. Exactement, ouais. Donc voilà, c'était l'anecdote concernant Ogak, l'une des cartes les plus brisées de l'histoire du moderne et qui a été bannie. Contrairement à certaines cartes de Modern Horizon 2 qui n'ont pas été bannes pour de mauvaises raisons. Mais ça, on va revenir plus tard. Voilà. Voilà qui conclut. Bon, on a déjà placé Modern Horizon 1 ici, pour ceux qui l'avaient pas, pour ceux qui l'avaient oublié. On s'attend là-dessus qu'il a donné naissance à plein d'archétypes, que ce soit au moment de sa sortie et plus tard. Beaucoup moins important que Modern Horizon 2, mais ça reste quand même l'un des sets les plus importants de Magic. Quand il est sorti, il a quand même demandé beaucoup de bans aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Modern Horizon 1 s'est pris deux bans, donc l'Astrolabe et Ogak. Et Modern Horizon 1, il n'y a pas eu de ban encore. Il n'y a pas encore eu de ban. Modern Horizon 2, non, fait que non, il n'y a pas eu de ban. Mais je veux dire, il y a eu beaucoup de cartes, comme dit, il y a eu beaucoup de changements de méta, mais le fait qu'il fallait que tu bannes des cartes de Modern Horizon 1, à quel point que c'était rough. Ouais. Pour vous dire que le monde que Modern Horizon 2 voulait ban Ragavan quand il est sorti, c'était rien comparé à Ogak. Ouais, ça c'est définitivement le cas en esti. Ragavan, j'ai pas encore d'avis là-dessus. Mais pour certaines incarnations, je pense que certains, il y en a un qui mériterait de sauter, là. Carrément, là. Il y en a un que je dirais qui mérite de sauter, là. Surtout avec l'omniprésence de Rakdos-Kam qui est beaucoup trop en avant dans la méta, là. Ouais. Ouais. Mais comme dit, c'est ça l'affaire, c'est parce que je pense qu'il ne veut pas nécessairement ban parce que Modern Horizon 3 va s'en venir. Puis sûrement qu'ils vont encore printer des cartes encore plus brisées qui vont peut-être même remplacer les cartes de Modern Horizon 1 puis 2. Peut-être, ouais. On verra ce qui va arriver. D'ailleurs, j'ai hâte de Modern Horizon 3. J'espère qu'ils vont soit reprint les Fetchlands de Can of Tarkey qui s'étaient sortis, de 1, ou oui. compléter le cycle des Horizon Land. C'est vrai, bon point. Ça pourrait être aussi une bonne idée. Voilà. Bref! Ceci conclut tout simplement, à moins que tu préfères parler de Corset 2022. Non, je pense que c'est un bon point pour arrêter avec un gros set comme ça ici. Ok, ouais, c'est bon. Je pense qu'on peut arrêter ça là pour aujourd'hui. Bref, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Merci encore une fois à Dark Greens d'avoir été présent pour ce petit stream et surtout cette vidéo va être postée sur YouTube lorsque je vais le faire, quoi. Oui, pas de problème. Et du coup, on se retrouve à la prochaine pour la 8e partie de la tier list des éditions de Magic en format moderne. Allez, salut tout le monde! Bye bye YouTube!